Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif, signé 7ème dimension, 29e vérif qui arrive très rapidement, et bien parce que je reprends le cours des opérations, donc l'idée maintenant c'est de se remettre à produire du contenu pour cette 7ème dimension de manière plus régulière. Alors rappel des faits, qu'est-ce que c'est que La Vérif? Et bien c'est un fin subterfuge créé par le taulier derrière le micro, et qui va permettre en fait de traiter de manière random en fait de tous les films que je n'ai pas pu chroniquer à l'occasion de la sortie salle, parce que bien entendu ceci n'est pas mon métier, donc forcément le temps, faut savoir le prendre. Donc du coup la vérif permet et dans le cas présent, dans le cas d'Avatar, la voie de l'eau, The Way of Water, permet en fait de traiter du film et de laisser décanter un petit peu quand il s'agit en fait d'un mastodonte comme Avatar, de laisser tomber un petit peu le soufflet et de pouvoir le chroniquer de manière plus tranquille, voilà, avec le recul nécessaire. Donc la vérif, c'est chroniquer de manière random en fait tout ce que je vais récupérer en Blu-ray, nouvelles éditions, sortie salle comme je viens de le dire, et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de programmation liée, c'est en fonction de mes envies, de l'instant T, comme vous êtes des fans de cinéma, vous savez ce dont je parle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être plus tenté de regarder de la SF, du polar, etc. Et donc, c'est vrai qu'à force de taper sur Avatar 2, donc comme certains et certaines ont pu me le faire remonter sur les réseaux sociaux affiliés à 7ème dimension, ou en MP, ou même quand je discute avec des gens in real life, il était temps que je m'y colle. Alors, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que j'aime beaucoup James Cameron. Ça fait partie de mes réalisateurs fétiches, et j'aurais aimé attaquer James Cameron par le côté Terminator, le côté Alien 2, et au final, c'est par le côté Avatar 2, donc en même temps, qui aime bien châtie bien, et on ne peut pas à chaque fois... On va faire une petite comparaison. La foudre ne peut taper 2 fois au même endroit, et c'est un petit peu le cas de ce Avatar 2. Alors, point de spoiler sur mon avis, parce que vous verrez qu'au final, le fait de l'avoir revu confortablement installé dans mon canapé, sur mon écran, en ayant la possibilité de mettre pause et d'aller pisser, parce que putain, faut se le dire, 3h12, faut se le manger dans la tronche, et de ne pas souffrir avec le HFR aussi, donc le High Frame Rate, mais ça j'y reviendrai, parce que je ferai un comparatif entre mon expérience salle et mon expérience tranquille dans mon salon, et oui, c'est crime de lèse-majesté, j'ai fait cette vérif au format Blu-ray, parce que je n'ai toujours pas investi dans un lecteur Blu-ray 4K, et ça me suffit bien, voilà, pour profiter pleinement de la qualité d'image proposée, notamment par cette édition Blu-ray d'Avatar The Way of Water. Et oui, comme je le dis régulièrement, quand je chronique un film, je fais le taf. Donc oui, j'ai bien acheté Avatar The Way of Water pour le regarder dans des bonnes conditions et non pas dans une vieille version téléchargée toute pourrie. Je ne fais pas ça. Et en même temps, ici même à 7ème dimension, nous soutenons la création quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà le point de départ. Alors,
Pour pouvoir parler de ce mastodonte qui est Avatar 2, la voix de l'eau, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Donc on va, dans cette première partie de cet épisode de la vérif, on va parler un petit peu de James Cameron, on va parler d'Avatar, et ensuite on va embrayer, en fait, quelque part, alors je dis on, c'est moi et moi-même, hein, et ensuite on va embrayer sur ce Avatar 2. Bon, James Cameron, pour le présenter très rapidement, donc un des grands réalisateurs, on va dire, actuel, voilà, qui officie depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, qui a marqué nos rétines et qui a marqué le box-office, et qui a permis aussi aux effets spéciaux, à l'image de Steven Spielberg ou Peter Jackson, d'évoluer et de nous proposer toujours des choses de plus en plus spectaculaires. Je cherche mes mots, putain, j'ai l'impression c'est compliqué. C'est dimanche, c'est lendemain de soirée, donc je vais trouver la dynamique au fur et à mesure de l'enregistrement de ce podcast. Donc, là où il marque les esprits dans les années 80 avec la saga Terminator, qui va être le point d'orgue, et aussi on peut rajouter Alien 2 dans la boucle, le point d'orgue des effets animatroniques prosthétiques. Très rapidement, avec le Terminator 2, il va créer sa propre société d'effets spéciaux comme Digital Domain et pousser aussi ILM, Industrial Light and Magics, donc Lumière et Magie Industrielle, la société d'effets spéciaux de George Lucas, à qui l'on doit toutes les merveilles des années 90, 2000 et encore aujourd'hui, notamment les Jurassic Park et consorts et les Star Wars. Il va pousser cette société d'effets spéciaux dans ses derniers retranchements en proposant ce T-1000, ce Terminator en métal liquide, et c'est l'avènement, déjà en 92, bien avant les dinosaures de Spielberg, du CGI, du Character Generated Images. Alors effectivement, quand on le regarde aujourd'hui, ça pique un peu, parce que ça, c'est comme toutes les nouvelles technologies, hein, ça évolue très vite si on devait faire un parallèle avec des technologies émergentes aujourd'hui, comme par exemple les IA. Donc aujourd'hui, ce que proposent les IA, ça peut faire sourire. Peut-être que dans 10 ans, à la vitesse où ça évolue, et dans ce cas-là, ça sera bluffant. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc Cameron, il est à l'image, si on devrait faire un comparatif avec un réalisateur aussi actuel comme Nolan, c'est-à-dire que l'histoire est un moyen de faire évoluer les moyens de tournage, et les moyens de tournage évoluent en fonction de l'histoire qu'il y a à tourner. Vous voyez, on va dire cette relation de cause à effet entre le matériau de base et ce qui va permettre de le mettre en scène, de le filmer, c'est ce qui faisait la force de James Cameron jusqu'à présent. Et on verra que pour Avatar 2, c'est pas forcément le cas. Donc, effectivement, Cameron a participé à écrire le meilleur des années 80-90, et on va dire que sa carrière va culminer avec l'Oscar du meilleur réalisateur, l'année 97, pour un mastodonte cinématographique qui est Titanic. Voilà, donc qui n'est pas forcément le plus apprécié des films de Cameron, alors le plus apprécié, alors attention, par les aficionados, c'est-à-dire que par le grand public, bon, box-office oblige, c'était l'un des plus grands succès mondial de tous les temps au cinéma pendant plusieurs années. Bon, ça a été détrôné par son propre film Avatar, mais ce qu'il faut comprendre quand on regarde les plus grands succès au box-office, James Cameron, il occupe plusieurs places. La première et de mémoire la troisième, voire la cinquième ou la sixième. Donc c'est quand même pas rien. Donc Titanic, avec toute la DiCaprio mania qu'il y a eu à l'époque, effectivement, c'est un film, entre guillemets, un classique, un film culte pour le grand public. Peut-être un peu moins pour les fans de Cameron, qui eux sont plus, du coup, sur les deux Terminator, sur Alien 2, sur True Lies, donc ils vont être plus sur cette partie de carrière-là. Et après, sur ce qu'il va dérouler derrière. Donc, effectivement, Cameron, si on pouvait le définir, donc c'est un cinéaste du détail, c'est un cinéaste de la technique, c'est aussi un cinéaste de l'émotion, c'est aussi un cinéaste qui n'hésite pas à mettre en avant des personnages féminins forts, qu'ils soient au second plan ou au premier plan. Donc c'est à lui qu'on doit la transformation, par exemple, de Linda Hamilton entre Terminator 1 et Terminator 2, donc c'est-à-dire passer quelque part de victime à bourreau, voilà, donc, et tout l'entraînement que ça va amener. C'est aussi à lui qu'on doit le même cheminement. On prend par exemple Sigourney Weaver dans le premier Alien, qui sera victime,
Et dans le deuxième, donc le Alien 2, qui va poser une mythologie, etc., c'est quasiment elle qui sauve les Marines, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, Cameron a toujours été un cinéaste qui travaille des personnages forts. Et dans sa vie privée, on raccroche les wagons, c'est quelqu'un qui a été marié de multiples fois, et notamment avec la réalisatrice Catherine Bigelow, et on va dire que cette temporalité où les deux étaient mariés était intéressante parce que l'un travaillait pour l'autre et inversement. C'est-à-dire que le casting de Near Dark est quasiment à quelque chose près le casting d'Alien 2. Cameron produira et écrira officieusement Point Break Strange Days, donc il y a vraiment une relation de cause à effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux Oscars de 2009, la bataille pour la meilleure réalisation se fera du coup avec son ex-épouse, du coup elle pour Des Mineurs et lui pour Avatar, et c'est elle qui l'emportera. Voilà, c'est toujours bien de remettre un petit peu les plots à ce niveau-là. Donc cinéaste de l'innovation, cinéaste engagé au final, donc on pourrait considérer que c'est un cinéaste quasiment féministe. C'est aussi quelqu'un qui est très soucieux de l'écologie, et c'est aussi un cinéaste qu'on appellera le cinéaste de l'eau, parce que notamment au travers d'Abyss, notamment au travers de Titanic, Les Mauvaises Langues citeront son tout premier film qui est Piranha 2, Les Tueurs Volants, parce que c'est aussi un film aquatique, et c'est aussi un réalisateur qui, quand il ne tourne pas, fait des documentaires et n'hésite pas à toujours amener cette technicité au service de l'exploration des fonds marins, et c'est aussi un consultant à la NASA. Donc ça fait quand même un CV assez lourd pour quelqu'un qui commença au final dans les effets spéciaux, voilà, de production Roger Corman. On lui doit certains matte paintings du New York 97 de John Carpenter. Donc quelqu'un qui a commencé en bas de l'échelle, dans les coursives, quelque part quelqu'un qui a fait la plonge et qui, à l'image des restaurateurs, possède maintenant tout, si on devait faire un comparatif avec Ray Kroc, possède tous les McDonald's du monde entier. Donc Cameron est parti de très très bas pour arriver très très haut. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il se consacre sur les avatars, bon, c'est un petit peu... Enfin, techniquement, il ne serait même pas obligé de faire un film, il lui suffirait de vivre sur les recettes des franchises qu'il a créées et auxquelles il a participé. Donc voilà. Donc, effectivement, c'est du lourd. C'était quasi un sans faute jusqu'à présent. Pour ceux qui aiment ou non le premier Avatar, ça se pose là quand même. Donc, effectivement, maintenant il est temps de présenter le côté Avatar, le côté de cette révolution qui est arrivée à la fois technique et cinématographique au cinéma en 2009. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le projet Avatar, c'est que c'est une histoire qu'il porte depuis de nombreuses années. Depuis, si je dis pas de bêtises, depuis le début, voire le milieu des années 90. Et il estimait ne pas avoir la technologie nécessaire afin de lui permettant à l'époque de mettre en scène en fait cette idée-là. Alors, quelle est l'idée, on va dire, de base d'Avatar? C'est d'avoir en fait du CGI photoréaliste. Voilà, elle est là l'idée. C'est de pouvoir en fait créer tout un environnement, des personnages en CGI photoréaliste qui vont interagir avec d'autres personnages en prise de vue réelle. Voilà, ça c'est le côté technique. Voilà. Et on va dire que sur cette base de scénario que je développerai un peu plus de ce que raconte Avatar, il met ça de côté, et c'est vraiment en suivant l'évolution des effets, enfin en suivant l'évolution notamment d'un côté de la performance motion capture avec ce qu'a pu faire Robert Zemeckis avec le Pole Express notamment, donc Beowulf, donc en suivant en fait cette évolution du motion capture plus, on va dire, ce qui se passe à l'époque des 2 tours de Peter Jackson, c'est-à-dire un vrai mélange entre CGI photoréaliste et motion capture, c'est à partir de ce moment-là, donc quand il voit en fait les 2 tours, alors pas comme vous et moi, parce que ces réalisateurs-là, on va dire, interagissent entre eux dans le réel, voilà, et on va pas les qualifier de potes, mais quasiment, donc
quand Peter Jackson valide les premiers tests de Gollum, du personnage de Gollum, il montre ça à Cameron, et Cameron se dit « c'est bon, c'est paré, on peut y aller », et c'est pour ça en fait qu'au final, les effets visuels d'Avatar ne seront pas faits majoritairement par ILM ou Digital Domain, mais par Weta Digital, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson, parce qu'elle a pris un train d'avance considérable sur les autres, notamment au niveau de ce mélange entre performance capture, motion capture, et retranscription photoréaliste, du coup, en CGI. Voilà le point de départ. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Avatar, c'est que, hormis, parce que c'est là où il faut prendre en compte, en fait, la révolution cinématographique. C'est-à-dire qu'hormis travailler cette idée de performance capture, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que la performance capture, qu'est-ce que le motion capture, c'est-à-dire que vous allez avoir un modèle 3D, voilà, d'une personne quelconque ou d'un personnage quelconque, voilà, qui va avoir du coup ce qu'on appelle en fait un rig, hein, c'est-à-dire un squelette avec des capteurs en fait sur chaque articulation, donc ça c'est pour le corps, sur chaque phalange pour les doigts, et pour le visage, voilà, on va avoir des points de repère, et on va prendre un acteur en fait sur lequel on va fixer en fait des repères, hein, qui sont souvent des petites boules, hein, de couleur blanche, et on va le filmer. On va enregistrer en fait le positionnement de chacun de ces capteurs en X, Y, Z, donc c'est-à-dire dans l'espace, en profondeur, en 3D, et retranscrire en fait ces informations. Alors en animation 2D ou 3D, on appelle ça des keyframes en fait, hein, quand on fait de l'animation. Donc on va retranscrire en fait cette valeur qu'on a dans les images clés, en X, Y, Z, sur la même référence sur le personnage en 3D. Ça fait que on va avoir une performance d'acting qui va animer, en fait, le personnage en 3D. Et après, alors, à l'époque d'Avatar, on va dire que c'était un peu au-dessus de 50-60% ce qu'on voyait à l'écran dans le film fini qui représentait la performance de l'acteur, je crois que c'est à peu près ça. Et tout le reste était une réinterprétation des animateurs en 3D. Voilà. Donc aujourd'hui, pour Avatar 2, le process est poussé tellement loin qu'on est entre 80 et 90% du résultat final qui est lié à l'acteur lors du tournage de la performance. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Donc, l'idée de Cameron, en fait, c'est de pousser le travail qui a été fait sur le Pôle Express, qui a été fait aussi, du coup, sur les 2 tours et sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, le pousser beaucoup plus loin dans le sens où il veut créer, alors casser vraiment les barrières en fait de la 3D, c'est-à-dire il veut créer un environnement complet avec une faune et une flore, et ce qu'il veut aussi, c'est développer une technique qui lui permettrait, voilà, de pouvoir capter la performance de l'acteur sur le plateau, et que dans son retour caméra, il puisse déjà avoir une idée sommaire, une version draft en fait de ce que ça va donner avec le CGI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qu'il veut à l'époque d'Avatar, et c'est pour ça que ça coûte une blinde, hein, le premier Avatar, et même le deuxième, et même les suivants, hein, c'est-à-dire il veut un retour en temps réel de la 3D sur le plateau. Donc c'est-à-dire que, voilà, pour vous expliquer un petit peu le concept, hein, si vous n'êtes pas familier familière avec cela, c'est-à-dire que, en gros, quand aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez du film... Alors, prenons l'exemple du personnage de Hulk dans les films Avengers. Donc, c'est-à-dire que ça va être tourné donc, en réel, en dur, avec du fond vert ou du fond bleu, avec du capteur ou non, en fait. Et ensuite, on va prendre les rushs, et en post-prod, on va combiner, en fait, ce qui a été fait d'un côté, en fait, sur une station en 3D, et on va combiner voilà, ce qui a été fait en 3D sur un poste de montage ou sur un poste de compositing de type After Effects, on va mélanger. Mais en fait, il y a plusieurs étapes, ça se fait pas en temps réel. Lui, ce que fait Cameron, en fait, c'est qu'il veut avoir le retour caméra en temps réel. Voilà, de cette 3D qui est générée d'habitude après. Donc, la grosse révolution, on va dire, d'Avatar, c'est d'abolir une frontière existante qui était celle de la production, entre parenthèses tournage, et post-production, donc ce qui intervient après. Donc c'est-à-dire qu'Avatar va abolir la frontière entre production et post-production. Donc c'est-à-dire que la post-production, en fait, n'existe quasiment plus, elle se fait en même temps. Voilà. Alors, certains ou certaines pourraient me dire que même en termes de montage, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, voire 15 ans, qu'on monte en parallèle de ce qui a été tourné. D'accord, certes.
on va dire que cette frontière entre production et post-production avait déjà, avec le montage virtuel, tendance à se rapprocher, on est d'accord, mais il y avait toujours un avant et un après. Voilà. Alors que là, avec Avatar, ça se mélange en même temps. C'est-à-dire, je tourne ce que je suis en train de voir, donc imaginez, donc lui il appelle ça le cube en fait, hein. Donc le cube, c'était une espèce de gymnase aménagé avec des caméras disposées partout et des acteurs en jogging avec des caméras sur la tronche et des capteurs. Et il tourne en fait dans ce cube-là, voilà. Donc lui, il développe un process, une caméra, qui fait que quand il est en train de filmer Sam Worthington et Zoé Saldana, je vais confondre, je vais dire Zoé Saldana alors que c'est Zoé Saldana. Donc quand il filme Sam et Zoé en jogging, les gens autour les voient en jogging, lui ce qu'il voit dans sa caméra en fait, c'est Jake et Neytiri, directement dans un environnement assez sommaire en 3D, mais il a déjà l'idée en fait. Et ce qui est puissant dans le concept qu'il développe, voilà, là je vais parler de la pure technique. Donc alors pourquoi je me permets aussi de parler dans de la pure technique, c'est-à-dire que moi, dans mes activités réelles, professionnelles, je bosse en audiovisuel, en 2D, en 3D, donc c'est pour ça que je vais me permettre des petits points un peu plus techniques là-dessus. Donc la vraie révolution à ce niveau-là, c'est que lui avec cette caméra, alors c'est une caméra à la fois physique mais qui va gérer du virtuel. Donc lui, quand il shoot, il voit directement la faune et la flore de Pandora. En fait, il shoot, il a une fenêtre il a une vue sur Pandora à l'intérieur de cette caméra virtuelle. Donc lui, quand il va shooter, directement les prises qu'il va faire, elles sont déjà en post-prod. Voilà. C'est-à-dire que la post-prod lui renvoie un calcul en temps réel, et le travail qu'on appelait anciennement, si vous suivez toujours post-prod, c'est-à-dire de monter, de peaufiner les images, de créer le CGI, et ben eux, ils vont garder ce plan qui a été réqué par la caméra, et ils vont le peaufiner. Voilà le tour de force, en fait. Et ce qui est intéressant aussi dans ce concept-là, c'est-à-dire que comme c'est une caméra virtuelle, et que, vous voyez l'exemple de la VR, hein, vous avez un environnement en 360, ce que fait Cameron, c'est prendre un axe dans cet environnement. Mais si par exemple il change d'avis, en cours de post-prod, comme ça a tout enregistré, on peut aller choisir un autre angle. Voilà, donc c'est quasiment du multi-view, du multicam en 3D, et c'est hyper puissant. Voilà. Pour ceux et celles qui ont déjà vu, on va dire à notre niveau, des plans shootés en 360 avec de la GoPro, etc., et pour ceux et celles qui en ont déjà monté, voilà, soit avec le logiciel GoPro gratuit ou avec des logiciels plus professionnels, vous verrez que vous choisissez un angle, mais vous pouvez revenir sur ce qui a été réqué en 360. Donc c'est ce que fait Cameron en fait. Et c'est ça sa force. Et c'est de là que vient aussi tout le process qui a été mis en place, voilà, notamment par Disney, pour shooter le Mandalorian et toutes les prods Star Wars dernièrement, c'est-à-dire avec un moteur qui va générer les décors et des caméras placées dans un espace en 360. Voilà. Donc ça, ils en avaient vanté les mérites. Alors les mérites, effectivement, techniquement, c'est un tour de force. Scénaristiquement, ça raconte de la merde. Voilà, ça, on va pas se mentir. Voilà le point de vue sur les prods Disney. Mais effectivement, le process de Disney où ils se pignolent en disant oui, voilà, nous on a développé un concept. Non, t'as pas développé un concept, t'as adapté un concept breveté par Cameron. Ce qu'il faut savoir aussi avec Cameron, c'est qu'il a plusieurs frères, et il a son frère aîné, je crois que c'est l'aîné, hein, si je dis pas de bêtises, qui lui, il a deux frères. Donc il a un frère qui est vraiment le technicien qui va développer les caméras qu'il lui demande, voilà, c'est un ingénieur, donc il va lui développer la technologie désirée. Et il a un autre frère qui, lui, est le côté un peu plus militaire de la chose, voilà, qui va entraîner ses acteurs, et ça, il le fait depuis, si je dis pas de bêtises, depuis au moins Alien 2. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là, famille Cameron, qu'il faut pas oublier. Donc, la révolution d'Avatar, ce n'est pas tant son histoire, voilà, parce que tout le monde a tapé sur l'histoire à l'époque. La révolution d'Avatar, c'est son mode de tournage, la caméra virtuelle qu'il va inventer, voilà, et surtout de mettre en avant la stéréoscopie. Voilà. La 3D, dans les années 50, 60, c'était un gimmick en superposant deux images, voilà, donc on les décale légèrement parce que vos deux yeux sont légèrement décalés avec deux couleurs. Là, la stéréoscopie, elle va pousser en fait ce raisonnement beaucoup plus loin, donc on est au-delà du gadget. Par contre, bien entendu, on va pas se mentir, en 2009, et puis sur ce qui va suivre derrière, les films qui vont réellement exploiter la stéréoscopie, ils se comptent sur les doigts d'une main.
Voilà. Parce que il faut bien faire la différence entre le film shooté, du coup, en 3D, et le film post-produit en 3D. Et c'est pas la même chose. Donc il y a eu énormément, et même encore aujourd'hui, beaucoup de films qui ne sont pas shootés en stéréoscopie. Donc comprendre par là avec 2 types de rush, voilà, décaler légèrement pour chacun des yeux et en prenant en compte la profondeur. Donc il y a beaucoup de films qui ne sont pas pensés au tournage en 3D. Donc les films intéressants, si vous voulez vous faire un petit bench sur voilà, quelque chose qui a été intéressant et shooté en 3D. Donc, alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson a été pensée comme ça, le Prometheus de Ridley Scott a été pensé comme ça, le Gravity de Quaron a été pensé comme ça, et forcément Avatar. Et si vous regardez ces films-là, et le reste de la prod, qui est censé être en 3D, vous voyez bien qu'il y a une différence entre quelque chose qui est post-produit en 3D, après coup, et quelque chose qui est pensé dès le départ au tournage. Voilà. Donc, la première révolution, elle est dans le mode de captation de l'image et dans le rendu de cette image. Donc, c'est-à-dire, je capte, donc, avec la motion capture, et je crée un univers complet, je peux me balader dedans à l'intérieur pendant le tournage, et j'ai le retour en temps réel, et j'ai plus qu'à peaufiner. Et après, je propose ça au spectateur en immersion, en stéréoscopie. Voilà. Donc ça, c'est le côté de je fabrique, je propose quelque chose. Ce qui est au final, quand on y réfléchit, ce qui est à la base, en fait, du cinéma. Voilà. Si on remonte à 1895 et aux Frères Lumière, c'est un moyen de capter et un moyen de diffuser, en fait. Donc au final, des gens comme Cameron ou même Nolan avec Tenet, parce que tout le monde a tapé sur Tenet, moi je trouve que c'est le film le plus impressionnant qui est sorti depuis ces 10 dernières années. Voilà. Donc Nolan a le même raisonnement que Cameron avec Avatar. Voilà. Donc effectivement, on est dans l'invention, on est dans le spectacle, on est dans le divertissement, on est dans l'innovation. Donc Cameron, quand il fait Avatar, ben ouais, c'est une claque dans la gueule de tout le monde. J'ai fait partie de certaines personnes, parce qu'il faut remettre ça, je crois que c'était, oui, mais c'était la même année, un peu avant, je crois 6 mois avant la sortie d'Avatar. Donc moi, j'avais pu avoir accès à cette projection de 10 minutes, voilà, qu'ont eu en fait la presse spécialisée. Moi, je l'avais eu par ma participation à de la radio à l'époque sur Toulouse. Et j'avais pu, avec d'autres en fait, me rendre dans une projection qui durait une vingtaine de minutes, 10 minutes de blabla de Cameron qui s'adressait à nous, et 10 minutes en fait de Pandora, avec l'équipement. C'était au Gaumont Wilson à Toulouse, pour replacer un petit peu les choses dans le contexte. Et effectivement, on s'est pris une mandale dans la bouche, parce que c'était pas la 3D bling bling, avec, comme si on repense au pub Haribo en 3D, avec le petit bonbon qui t'arrive dans la gueule, ou le popcorn, ou ce genre de conneries. Non, c'est-à-dire qu'on te propose une réelle profondeur de champ, il y a un réel travail sur la profondeur de champ, et c'est ce qui m'avait bluffé dans le premier Avatar, c'est-à-dire, on a une scène par exemple qui est dans l'un des, je crois que c'est le deuxième climax du film, parce que n'oubliez pas que Cameron est monsieur triple climax, hein. Donc dans le deuxième climax, donc c'est toute l'équipe de Quaritch qui part en direction de Eywa pour aller le dézinguer. Et dans cette bataille qu'il va y avoir au niveau où on a des hélicoptères et les montures qui sont quasiment des dragons volants dans Avatar, donc on a ce plan-là où on a au premier plan, de ce que, si je me souviens bien, si je remets bien les choses en place, on va avoir un Marines qui est en train de dézinguer au premier plan en fait du navire aérien, et tout au fond, on voit arriver un Banshee, je crois que c'est un Banshee, voilà, si je dis pas de conneries, hein, qui arrive de l'arrière-plan et qui vient croquer le Marines au premier plan. Voilà le travail sur la profondeur. Soit dit en passant, on oublie aussi les expérimentations de Guillermo del Toro dans Blade 2, qui, même s'il n'était pas en 3D, avec le CGI, donc les doublures numériques, avait travaillé lors des combats entre, par exemple, Wesley Snipes et sa Némésis dans Blade 2, il avait travaillé des passages de l'arrière-plan au premier plan en numérique, voilà, dans un seul plan, en plan séquence. Donc effectivement, Blade 2 est aussi, si vous voulez, on va dire le benchmark, le pré-Avatar en fait, et même le pré-Marvel. Vous regardez Blade 2 et Matrix Reloaded, en fait il y a toutes les prémices de ce qui suivra derrière. Voilà, donc ça c'était un petit peu le point Wachowski et le point Del Toro. Donc effectivement, moi quand j'avais vu ces 10 minutes, ça avait été une clacasse, et le film a été une claque. Voilà. Le premier Avatar,
Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre et c'est un film qui a marqué et marquera durablement le cinéma, voilà, de manière générale, et c'est pas pour rien que dans le final du Babylone de Chazelle, il y ait des plans d'Avatar qui soient mixés avec toute l'histoire du cinéma, en fait. Voilà, donc Avatar, c'est une date, voilà, pour l'expérience proposée, mais alors, on a beaucoup tapé sur Avatar à l'époque pour son histoire, parce qu'au final, on a qualifié ça de Pocahontas chez les Schtroumpfs. Voilà, donc c'est pas si éloigné que ça que de Danse avec les loups, mais au final, et c'est ce que j'ai toujours dit, simple n'est pas simpliste et inversement. C'est-à-dire que pour faire passer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, toute cette révolution technologique cinématographique au public, tu peux pas lui faire le scénario de Tenet, c'est pas possible. D'ailleurs, Tenet en est le très bon exemple. Pour un film qui devait sauver les salles de cinéma pendant le Covid, ça n'a pas aidé. Trop compliqué. Voilà, trop compliqué. Donc effectivement, il faut une base simple. Et si on regarde Avatar, et même le 2, que fait Cameron ? Il fait du film d'aventure, il fait du western en fait. Voilà. Donc, si vous regardez, vous prenez du recul avec Avatar, vous remplacez les navires par des Indiens, et la RDA, en fait, par les colons. Voilà, tout simplement, ça ne raconte que ça. Et tout le monde va dire, ouais, mais c'est très simpliste. Mais au final, tous les films américains, quels qu'ils soient, si on regarde Gravity, c'est quoi l'histoire ? Voilà. Les films de Michael Mann, c'est quoi l'histoire ? Ce qui est important dans le cinéma, c'est l'émotion et c'est l'immersion. Voilà. Donc, pour que tu puisses, parce que le propos d'Avatar, c'est pas de te raconter une histoire d'amour, c'est que tu sois à la place de Jack et que tu tombes amoureux de Pandora et de Neytiri. C'est ce qu'il a voulu faire. Donc voilà la proposition initiale, et voilà pourquoi ça marche. Voilà. Et voilà pourquoi la 3D et la stéréoscopie. Donc tout le process est de t'emmener dans un voyage, en fait. Un voyage sur Pandora. Et le tour de force, du coup, d'Avatar, c'est que ça va tellement loin dans le détail que tu acceptes directement ce qui s'y passe. Voilà. Donc, contrairement à, et ça je le dis souvent, contrairement au méga nerd de Star Wars qui va te remettre, on va dire, qui va remettre en cause ou remettre en doute le sable de Tatooine qu'on peut voir dans le réveil de la Force par rapport au premier Star Wars. Là, il n'y a personne qui remet en cause quoi que ce soit. Et ce qui m'avait plu à l'époque aussi, c'est que beaucoup de gens avaient tapé sur le côté bleu, la taille, enfin le look en fait des Na'vi, donc les Na'vi étant la peuplade indigène qui vit sur Pandora. Donc beaucoup de gens avaient remis en cause ce look-là. Et t'as un Cameron qui en conférence de presse, je crois que c'était un Comic-Con à l'époque, je crois celui de 2010 de mémoire, qui va leur expliquer par A plus B, parce que le mec est quand même consultant à la NASA, donc c'est-à-dire que gardez en tête, et c'est ça que j'adore chez Cameron, c'est que ce que vous voyez dans Avatar, n'importe quel vaisseau, c'est de la hard SF en fait. C'est-à-dire qu'il pousse le raisonnement du détail tellement loin que ça serait possible en fait. Voilà sa proposition. Donc pour en revenir à ce Comic-Con, on l'avait attaqué sur le côté de la taille des navires et le côté bleu, et lui il leur a expliqué par A plus B que par rapport à la composition de l'atmosphère, c'était obligatoire qu'il soit bleu en fait. Voilà. Et ça peut un peu calmer les gens. Et ça c'est beau, c'est-à-dire que le cinéaste est parti tellement loin dans son raisonnement et dans ses études, donc alors après, en termes de look avec la queue, etc., bon, ça reste de la SF fantasy, mais dans le raisonnement de pourquoi ils sont bleus, pourquoi ils sont grands, pourquoi c'est comme ça, voilà, il te l'explique par A plus B. C'est-à-dire que, techniquement, il t'expliquait, tu ressortais, enfin, quand tu avais écouté cette conférence de presse, tu pouvais en sortir en te disant qu'il y avait plus de chances que si un extraterrestre débarque sur Terre et ressemble à un Na'vi qu'au petit gris que tu voyais dans X-Files. Voilà. Donc effectivement, Avatar, le premier du nom, parce que là je vais prendre la durée ciné de 2h45 et pas la version Extended Cut qui était sortie plus tard comme une version longue, c'est-à-dire qui frôle les 3 heures. Donc cette version ciné, qu'est-ce qu'elle racontait ? Elle racontait le voyage du personnage de Jake Sully en direction de Pandora. Donc le point de départ c'est quoi ? Parce qu'on va expliquer aussi les règles de l'univers, parce que Cameron met en place des règles dans ce premier Avatar, donc il crée un film univers. Donc
Donc c'est un petit peu à l'image de ce que fait George Miller dans Fury Road. Tu sens qu'il y en a sur les côtés. Et tu sens qu'il y a énormément de hors-champ. Et lui, Cameron, il l'a bossé dans tous les sens, hein, jusqu'à la moindre petite fleur qui est sur le sol où Neytiri va poser le pied. Il a réfléchi à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vais dès à présent pitcher ce que raconte Avatar. Donc Avatar, ça raconte quoi ? Ça raconte l'incorporation du Marines Jake Sully dans une mission en direction de la planète Pandora, qui est située à des années-lumière de notre planète. Alors pourquoi il est incorporé sur cette mission ? Alors, c'est une mission qui est financée par l'extraction du minerai de cette planète. Donc voilà. Donc bien entendu, Avatar ne fait que raconter des choses qu'on a déjà racontées par le passé, c'est-à-dire une conquête et une destruction en fait d'une zone pour en extraire sa richesse. Voilà. Donc Jake Sully, il est incorporé pour la simple et bonne raison qu'il avait un frère jumeau. Donc oui, le point de départ, moi j'ai toujours trouvé ça flingué. Ce point de départ, on dirait le point de départ d'un Van Damme en fait. Voilà. Ou d'un Schwarzenegger de la grande époque. Mais surtout d'un Van Damme. Donc il avait un frère jumeau qui était scientifique. Et alors pour pouvoir extraire ce minerai, on va dire, et respecter, parce que c'est ça qui est assez drôle et ça fait écho avec notre société actuelle. Donc il y a aussi, voilà, faut voir aussi Avatar comme un blockbuster écolo de gauche, hein, quelque part. Donc pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour l'extraction, faut quand même, voilà, tu sens qu'il y a un petit peu des règles à respecter et on va pas exterminer tout le monde. Donc on va essayer de collaborer avec les indigènes sur place. Et bon, pour collaborer avec les indigènes sur place, donc ceux qu'on appelle les Na'vi, donc ce qu'on a considéré comme des schtroumpfs de 2 mètres, donc c'est-à-dire des individus filiformes de quasiment 3 mètres, voilà, et tout bleu, et ben on va développer ce qu'on appelle des avatars, d'où le titre du film, et ces avatars sont pilotés à distance par des êtres humains. Donc voilà, donc en fait ce sont des enveloppes vides qui sont destinés à être pilotés par des êtres humains. Voilà le point de départ de ce qu'est Avatar, et voilà pourquoi ça s'appelle Avatar. Voilà. Et donc, je vais pas faire une chronique du premier film, je vais essayer d'y aller rapidement, parce que ce qui nous intéresse, c'est le deuxième film. Mais je vais essayer d'évoquer les points qui vont être notamment sur les règles mises en place par Cameron dans le premier, et qu'il court-circuite complètement dans le deuxième, en mode what the fuck. Voilà. Donc, on t'explique dans le premier Avatar, on t'explique que ces êtres humains donc, viennent chercher du minerai, qu'ils ont de la tech, hein, parce que pour voyager à des milliers d'années-lumière, c'est qu'ils ont résolu plein de problèmes, hein, notamment le problème principal de notre durée de vie par rapport au voyage interstellaire. Donc on voit qu'il y a de la cryogénisation, etc. Donc ils arrivent sur place, et Jake Sully, il est intéressant parce que du coup, son ADN et ses terminaisons nerveuses, comme c'était son frère jumeau, et ben ça correspond parfaitement, et il peut piloter, du coup, l'avatar de feu son frère. Voilà le point de départ. Voilà le point de départ. Et à côté de ça, un des principaux antagonistes du film, qui est le colonel Quaritch, donc incarné par Stephen Lang. Alors Stephen Lang, on l'a pu le voir bien des fois chez Michael Mann, notamment dans Manhunter, dans Public Enemies, on l'a vu aussi dans La Manière Forte, donc ça c'est pour et son rôle du colonel Quaritch, et on l'a vu aussi dans Don't Breathe, voilà, donc Don't Breathe 1 et 2. Donc ce colonel-là, il y voit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il y voit un marine embusqué. Donc là où pour lui, ce sont que des marionnettes pilotées par des scientifiques, là, pour lui, il a un marine qui pilote une de ces marionnettes. Donc voilà, donc pour lui, c'est intéressant. Donc au niveau des personnages de ce premier Avatar, et qu'on va retrouver pour la plupart dans le deuxième, donc on a le personnage de Jake Sully qui, alors ça je l'avais pas précisé, qui est infirme. Donc du coup, pour lui, parce que c'est quasiment mis en place comme ça, c'est une sorte de renaissance dans le corps d'Avatar, parce qu'il peut à nouveau marcher et courir, et donc forcément, plus il va être en contact avec la population autochtone, et forcément, un personnage féminin, bien entendu, quasiment la princesse, en quelque sorte, de la tribu des Omaticaya, voilà, parce qu'il y a plusieurs tribus sur Avatar, on y reviendra quand on parlera de l'épisode 2. Donc, il va tomber sous le charme, et nous aussi, quelque part, hein, c'est le tour de force de Cameron. Hein. Donc, il va tomber sous le charme de Neytiri, et à un moment donné, il ne pourra plus faire la part des choses, et va prendre gain de cause pour les Omaticaya contre
voilà, et ben contre quoi? Contre son peuple d'origine, c'est-à-dire les humains. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et quelque part, c'est aussi un petit peu ce que traite Michael Mann, que ça soit dans Heat, que ça soit dans Miami Vice, c'est-à-dire le côté infiltration, et à un moment donné, est-ce que je me souviens de qui je suis et d'où je viens en fait. Voilà. Sauf que là, contrairement à Mann, chez Cameron, il y a vraiment une inversion. Et ce qu'il en ressort d'Avatar, dans ce propos écologique, c'est que l'homme détruit tout, voilà, quelque part, et que l'homme, au final, c'est le méchant. Et celui qui incarne le mieux l'avidité, voilà, et la perfidie humaine, c'est le colonel Quaritch, c'est Stephen Lang. Donc au niveau du cast, donc voilà, très rapidement, qui c'est qu'on retrouve dans Avatar? Donc Sam Worthington, qu'on a pu voir dans Terminator Renaissance, Le Choc des Titans, La Colère des Titans, dans Le Solitaire aussi, film que je vous conseille. Hein. Très rare les films de monstres sur des crocodiles géants, donc Solitaire, c'est vachement bien, de Greg McLean. Ensuite, dans le rôle féminin de Neytiri, on va retrouver Zoé Saldana, donc que vous avez pu voir dans les Star Trek de J.J. Abrams, et notamment Gamora pour les anges de... Enfin, les anges... les gardiens de la galaxie. Les anges de la galaxie, je raconte de la merde. Donc, les gardiens de la galaxie pour le Marvel Cinematic Universe, voilà, de James Gunn. Alors, pas le Marvel Cinematic Universe, la saga des gardiens de la galaxie. Nous allons retrouver aussi actrice qu'on avait pu voir dans Alien 2, dans le rôle de Ripley Sigourney Weaver, donc alors je vais pas dire actrice récurrente, mais très bonne amie de James Cameron, et là il lui propose le rôle de la scientifique Grace Augustine, voilà, qui est on va dire... le cœur de ce film-là aussi, cette scientifique qui a étudié toute la tribu, et notamment, voilà, leur croyance au niveau de cet arbre des âmes, Eywa, voilà, qui pilote toute la nature. Bon, voilà, ça c'est... on va dire qu'on pourrait creuser, mais bon, c'est pas l'idée de ce podcast, toutes les convergences de croyances qu'a mis Cameron, notamment au niveau de la culture en fait, hein, des Na'vi et de Eywa, hein, qui est la mère de toutes les mères, qui est mère nature, la personnification, qui relie toute plante, tout animal de la surface de Pandora aux Na'vi eux-mêmes, voilà. Donc voilà, effectivement, Avatar, ça raconte tout ça. C'est une claque visuelle, ce sont des performances dans tous les sens, et ça devient le plus gros succès du cinéma de tous les temps. Voilà. Donc ça, pour un budget donc mastodonte à l'époque, voilà, donc ça avait coûté, de ce que j'ai pu relever en chiffres, bon, voilà, donc ils sont jamais tout à fait d'accord, mais en tout cas, moi j'ai retenu 316 millions de dollars, donc bien entendu, avec ça je l'avais déjà dit dans l'épisode, dans la dernière partie du podcast sur Predator, sur la saga Predator, que y a toujours un budget marketing, communication qui n'est pas le double, mais bon, qui va rajouter, bon, à mon avis, c'est un bon 4 quarts à 500 millions de dollars, hein, le bordel. Et ça en rapporte quasiment 3 milliards. Voilà, 3 milliards. Voilà, vous entendez bien, c'est quand même du lourd. C'est quand même du costaud, donc ça veut dire que le plus grand succès de tous les temps au cinéma, c'est un film de Cameron qui a passé un autre film de Cameron qui était Titanic jusqu'à présent. Bon, après on rejoint des choses plus discutables comme Avenger Endgame, Fast and Furious 7 et des conneries dans le genre. Voilà. Donc forcément, à 3 milliards de dollars, des suites sont annoncées. Alors, Cameron l'avait déjà dit à l'époque, que son ambition avec Avatar, c'était de créer son propre Star Wars. Voilà. Et je me rappelle aussi de cette phrase de Ridley Scott dans un des making-of de Prometheus, qui pour lui, Prometheus, c'était son moyen de tenir la dragée à James Cameron avec Avatar. Bon. J'y reviendrai sur la saga Alien. J'ai envie de te dire, Ridley, c'est un peu discutable cette histoire. Mais pourquoi pas, hein. J'avais pas dit encore de pourquoi pas à ce moment-là du podcast. Donc voilà, son idée, c'est de créer son Star Wars à lui. Quand on voit la faune, la flore et tout ce qu'il y a derrière, tout le travail titanesque, hein, parce qu'on n'a pas parlé aussi des tenues, de
tout ce que vous voyez à l'écran dans Avatar a été fabriqué en vrai pour le tester en vrai, puis numérisé à l'intérieur des ordis de Weta Digital. C'est un travail de fou furieux pour l'année 2009. Voilà, gardez ça en tête. Et quand vous le voyez aujourd'hui, enfin déjà à l'époque, ça avait 20 ans d'avance, mais c'est pas des conneries. C'est-à-dire que la 3D, le CGI d'Avatar de 2009, on est en 2023, vous le regardez maintenant, ça défonce toutes les merdes, enfin tous les trucs en CGI sortis dernièrement. Je sais pas, faites un comparatif entre Spider-Man No Way Home et Avatar de 2009, vous avez compris le délire. Voilà, vous voyez vraiment que les dernières prods en CGI sont en dessous de ce que faisait Cameron en 2009. Donc imaginez la gifle que peut être visuellement Avatar 2, The Way of Water. Donc, pour en revenir sur les prémices des séquelles Avatar, de l'univers. Donc il dit, voilà, moi j'ai développé tout un concept, et c'est là que ça va être la folie des grandeurs, ce que j'appelle la folie des grandeurs, qu'il est toujours, hein. C'est-à-dire, alors, je vais pas énumérer à chaque fois qu'il a dit quelque chose, allez faire un tour sur le wiki, vous allez voir que à chaque fois la sortie d'Avatar 2 est décalée tous les ans, et l'autre il annonce qu'il y a une suite, 2 suites, 3 suites. Globalement, le mec te dit, et ça, avant la sortie d'Avatar 2, tous les mois il sortait un truc, c'est-à-dire, oui en fait il y aura 4 avatars, puis il y en aura un 5e, puis il y en aura un 6e, puis il y en aura un 7e. Donc là officiellement, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a 5 avatars. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 séquelles derrière le premier. Et avant de voir cet Avatar 2, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter avec 4 autres films? Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Parce que ce qu'il faut comprendre avec le premier Avatar, c'est qu'il y a un début, une fin. Moi, honnêtement, ça méritait pas de suite. C'est-à-dire que le cheminement avait été complet. C'est-à-dire qu'on a un être humain qui arrive sur Pandora, il tombe amoureux, il pilote un de ses navires, et grâce à Eywa, il va pouvoir devenir un avatar, lui-même, voilà, et abandonner son corps d'humain. Fin de l'histoire. Ça finit comme ça. Et ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Donc on pouvait très bien en rester là. Non. Après, je peux le comprendre. Moi, si je suis à la place de Cameron, et que l'univers me botte, etc., oui, effectivement, peut-être développer une trilogie. Le mec te parle de 5 films. Donc, what the fuck? Donc, moi, je demandais à voir. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, voilà, ce que j'attendais, en fait, sur cet Avatar 2, c'était d'essayer de voir le pourquoi du comment des 4 autres suites. Voir quel est le délire. Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose dans le 1 qui était en filigrane? Moi, la seule piste que je voyais, c'était d'exploiter un peu le côté Eywa, le fait que le personnage de Grace Augustine soit morte et qu'elle était entre guillemets uploadée dans Eywa, voir ce que ça pouvait faire. Voilà, moi c'est... Mais je ne voyais pas concrètement en quoi le mec pourrait en faire 4 autres. Mais pourquoi pas? Entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, moi, à mon niveau, Cameron est descendu d'année en année dans mon estime. Hein. Et à cause de quoi? À cause des suites des Terminator. C'est-à-dire que, a existé, parce que ça a été fait, autant le Terminator Renaissance, c'est pas le pire de tous. C'est pas le pire de tous. Pour moi, toutes les suites, déjà, moi, après Terminator 2, il y a rien, ça n'existe pas. Et j'ai envie de vous dire, après Alien 2, il y a rien, ça n'existe pas. Mais effectivement, le troisième, le soulèvement des machines, bon, c'est une jolie redite, bon, voilà, mais ça sert à rien. Le quatrième tente un truc, ça aurait pu être bien, mais bon, pourquoi pas, ça existe. Bon, alors, le Genesis et surtout le Dark Fate, ou comment un film n'a jamais aussi bien porté son nom. Le Genesis, c'est un carnage. C'est un carnage. Et Cameron n'y est pour rien, mais Cameron vantait les mérites de ce film-là. Et j'ai jamais compris. Je dis, attends, soit le mec, il prend de l'argent, soit le mec est fou. Enfin, pourquoi il vante le mérite de cette merde? Le réalisateur de T1, T2 te dit que Genesis, c'est vachement bien. Je comprends pas. Ensuite, il récupère les droits de sa franchise pour écrire et produire Terminator Dark Fate. Voilà. Et c'est Tim Miller, hein, le réalisateur je vais arriver à le dire, du premier Deadpool, voilà, ça m'est revenu, j'allais dire Daredevil, du premier Deadpool, qui est propulsé là-dessus, bon, pourquoi pas, hein.
quelle ignominie, quoi. Et j'ai regardé ce truc-là, y a rien ne va dans ce film, que ça soit le début avec Edouard Furlong en CGI, enfin, qui se fait dézinguer par un Schwarzenegger en CGI au bord de plage. Qu'est-ce que c'est que ce truc flingué? Donc voilà, c'est censé éliminer toutes les suites et être le vrai Terminator 3, entre guillemets. C'est naze, c'est pas impliquant, et puis là, ce T800 vieillissant. Alors déjà, on nous avait fait passer la dragée depuis 2-3 suites, que bon voilà, le Terminator peut, comme il a de la peau humaine et vieillit, oui bon, il vieillit et rétrécit aussi. Enfin bref. Donc, et là, c'est Papy T800, autant il faisait la noune dans Genesis, là il fait des barbecues, il a une entreprise de moquettes. Non, de moquettes ou de tapisserie ou les deux. Non, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Donc, et le mec écrit ça. C'est-à-dire, le mec, il écrit ça. Personne lui a demandé. Donc, enfin, quelque part, il prend de l'argent, il écrit ça. Donc, déjà, moi, j'ai un problème. Premier problème. Deuxième autre chose, pendant des années, il devait adapter le manga Gun, je vais arriver à le dire, et qui deviendra Alita Battle... oh, putain, et ça aussi, c'est chiant. Je sais jamais le dire dans le bon ordre. Alita Battle Angel ou Angel Battle Alita. Enfin, bref, on s'en branle. Réalisé par Robert Rodriguez. Et pareil, il écrit le bousingue, il le produit... Bon, c'est moins catastrophique que Terminator Dark Fate, mais putain, c'est quand même pas génial. Hein. C'est quand même pas génial. Donc, il y a ces deux trucs-là. Après Avatar, et là, je me dis... ça sent le sapin. Voilà. Voilà les idées que j'ai avant de rentrer en salle dans Avatar 2. Je dis vraiment, j'ai vraiment envie de voir quelle est la base de tout ça. Certains me diront l'argent. Voilà, mais j'y crois encore. Et entre-temps, voilà, je vais vous décrire un petit peu, parce que moi, je vais me baser sur les 15 premières minutes de mon expérience salle. Et pour moi, ça a été 15 premières minutes atroces. Atroces. Bon, il y a pire dans la vie, on va pas... Mais en tant que fan de Cameron et fan de cinéma, ça a été un... J'avais pas vu un tel foutage de gueule dans les 15 premières minutes depuis Mark Hamill dans les derniers Jedi, qui jette le sabre dans les premières minutes, voilà, et qui quelque part, putain de Ryan Johnson, voilà, je vais le dire, qui te fait un fuck. Alors, il te fait un fuck en fait, voilà, il te regarde, limite, et il te fait un fuck directement, voilà, c'est à peu près ça, les derniers Jedi. Et là, c'est ce que j'ai senti dans les 15 premières minutes, j'ai dit, what? Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, remettons les choses en perspective. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a quasiment 14 ans qui s'écoulent entre la réception d'Avatar 2 et le premier Avatar. Et en 14 ans, le truc a été réécrit 1 million de fois par 1 million de mains. Voilà. Donc notamment par un duo de scénaristes qui était derrière déjà le renouveau de la planète des singes, voilà, qui a été, voilà. Donc ça a été réécrit 20 fois, autant par Cameron que par eux. Donc beaucoup de réécriture dans tous les sens. Bon, soi-disant pour arriver... Déjà, de toute façon, quand t'as beaucoup de... Enfin, généralement, beaucoup de mains sur un scénario, c'est jamais bon signe. Hein. Enfin voilà, en tout cas pour la qualité du bazar. Bon, pourquoi pas, en même temps, j'ai envie de vous dire... Il y a une saga de films à écrire. Bon, moi il me semble que Peter Jackson et Fran Walsh, ils ont juste embauché une personne supplémentaire qui était Philippa Boyens. Ils étaient 3 pour faire 6 films. Voilà, première trilogie, deuxième trilogie. Et même pour King Kong. Bon, pas besoin d'être 112. Bon, là, déjà, t'as l'impression qu'ils sont 4, voire 5, voire 6, et officieusement, on t'a pas parlé des autres. Bon, pourquoi pas, l'univers est compliqué, machin, faut trouver un axe. Moi, je pense réellement que le problème que j'ai avec Avatar 2, c'est un peu le problème qu'ils ont eu à la base de l'écriture, c'est-à-dire qui est, après ça n'engage que moi, qui est que potentiellement ils pouvaient exploiter peut-être le filon sur une autre séquelle, mais pas plus. Donc voilà, donc ils ont dû développer des arcs dans tous les sens, et des arcs flingués. Voilà, ça on va le dire. Donc moi... cet Avatar 2 a voulu vendre une autre évolution technologique, alors qu'a déjà expérimenté Peter Jackson pour le Hobbit, et aussi Ang Lee, qui est le HFR, ce qui est le High Frame Rate. Voilà, le frame rate étant le nombre d'images par seconde. Alors, étant mon métier, l'enseignant aussi en cours, voilà, faire une petite passe là-dessus. Donc, effectivement, pour qu'il y ait mouvement, voilà, pour qu'il y ait mouvement, l'illusion du mouvement avec la persistance rétinienne, hein, quand le spectateur capte cette suite d'images, c'est à partir de 24 que c'est fluide. Alors, on pouvait très bien en faire plus.
Sauf qu'à la base, c'était de la pellicule. Et la pellicule, ça coûtait cher à fabriquer. Et puis, ça tombait plutôt correct, parce que si une seconde égale 24, une demi-seconde, ça fait 12 images. Donc, c'est facile à découper, et c'est facile à monter quelque part. Voilà. Donc, effectivement, la base du mouvement, c'est 24. Qu'est-ce que vend le HFR ? C'est 1x2. C'est un 48, en fait. Et on pourrait aller au-delà, en fait. Et attention, ne pas confondre la fréquence d'image d'une bobine ou d'un film qui est projeté avec la fréquence d'image d'un écran et du jeu vidéo, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Donc là, le HFR nous vend du coup du 48. Et du 48 en projection. Parce que quelqu'un comme Ang Lee, avec Gemini Man, lui, il a tourné en 120 en fait. Et d'ailleurs, il y a eu quelques projections en 100 ou 120 images par seconde que personne n'a vu. C'est un peu le problème de Gemini Man aussi. C'est que ça a le scénario d'un Van Damme, mais du coup, ça devait être consommé au moins au minimum en 48, et ça l'a jamais été à travers le monde. C'est pour ça que ça s'est planté aussi. Donc, le HFR, le 48 images par seconde, plus vous avez des images, plus c'est fluide, et plus ça va casser aussi une perception que nous on a acquise au cinéma, qui est notamment par exemple le flou de mouvement quand ça bouge. Il y a du flou de mouvement pour masquer les imperfections, mais là en 48 il n'y en a pas. Donc du coup tout est hyper net et ça amène un surréalisme en fait. Et ce surréalisme, comment le traduire ? T'as l'impression que c'est tourné dans ton jardin. Voilà, c'est toi qui as tourné ça en fait. Voilà. Et ça c'est très compliqué pour le cerveau des spectateurs. Et ça a été le problème aussi de la réception du Hobbit. Parce que le Hobbit, moi j'ai été le voir en HFR et 3D HFR. Voilà. Et le problème de ce surréalisme, c'est que quand tu fais un film en CGI, enfin sur fond vert avec des décors en CGI et des acteurs avec du maquillage prosthétique, et ben t'avais l'impression de voir les points de colle sur les côtés de la barbe quasiment. Donc ça a amené une distance par rapport à l'objet que tu regardes, et du coup ça rompt la suspension d'incrédulité du spectateur. Voilà ce qui s'est passé en fait avec le Hobbit. Voilà. Donc effectivement, sachant cela, Cameron, lui, l'a étudié. Voilà. Après, moi je vais parler d'un phénomène qui est quand même que j'ai expérimenté, qui est un phénomène physique. Autant le Hobbit en HFR, bon, ça tuait un petit peu le trucage, mais mes yeux l'acceptaient. Autant le putain de HFR de Cameron, oh, j'ai eu l'œil gauche qui chialait. Hein. Honnêtement, ça a été une souffrance, le HFR. Voilà. Donc, alors pourquoi ça a été une souffrance aussi ? C'est parce que ce putain de Cameron, voilà, parce qu'on va le dire, plutôt que de le faire constant, son framerate, il a fait en variable. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là où vous, par exemple, on va parler des débits variables, là où vous consommez du contenu sur Internet qui est encodé, où vous voyez que de temps en temps, sur des plateformes de streaming, ça va pixeliser, d'un côté ça va être net, c'est ce qu'on appelle un débit variable. Il va y avoir une chute du débit. Et bien lui, il fait la même chose en fait. Donc c'est-à-dire que par moment, et c'est en mode random, c'est-à-dire que par moment, il va être en 48, par moment, il va être en 24. Mais du coup, il va les doubler les 24, hein, parce que on n'a pas encore de procédé qui permet d'envoyer une cadence d'image variable. Voilà, donc à pas confondre avec les débits d'encodage variable. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il y aura des purs moments en 48, et les moments qui sont en 24, il va les doubler. Et ben moi, ça m'a fait, honnêtement, j'ai souffert. Alors peut-être qu'aussi, le bousingue durant... et pourtant, j'ai l'habitude, hein, je m'étais dit, je vais me mettre en milieu de salle, je vais essayer quand même d'y aller reposer. Voilà, bon, j'avais une journée de boulot dans les pattes. Mais, alors... Vous me partagerez ça à la réception de ce podcast, en MP, en commentaire, ce que vous voulez. Je serais curieux de savoir ceux qui ont vécu la même chose. Moi, j'avais l'œil gauche qui chialait, honnêtement. Voilà, je ne l'ai pas supporté, et ça a été une torture. Et c'est pour ça aussi que... ma vision, cette première expérience salle n'a pas été forcément, comme j'avais ce frein-là visuel, j'y ai vu toutes les merdes aussi scénaristiques. Donc, effectivement, le HFR, c'était pas une bonne idée. L'autre problématique aussi qu'on va pouvoir avoir avec cet Avatar 2, c'est qu'il est au-delà de la durée de la version longue du premier Avatar. C'est-à-dire que c'est 3h12. 3h12 dans une salle en 3D HFR, faut se le farcir.
Voilà. Et c'est aussi un problème. Mais alors, c'est pas qu'un problème d'Avatar 2. Babylone est trop long, même si je l'adore. Hein. Babylone est trop long. Et tout ce qui est sorti cet été est trop long. Tout est trop long aujourd'hui. Putain, ils savent plus raconter une histoire en 120 minutes. Voilà, et j'oserais même pas vous parler d'un 90 minutes. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques jours de cela, à mon ado, je lui faisais voir, par exemple, voilà, je regardais tiens, je vous raconte un peu ma life, c'est toujours très intéressant dans les podcasts. Là, sur Shadows, la plateforme de streaming, la plateforme française dédiée au cinéma de genre, il y a des petits docus qui s'appellent Darkness. Voilà, In Search of je sais pas quoi, voilà, des docus sur en plusieurs épisodes sur tous les films horrifiques des années 80 et c'est vrai que elle a jeté un œil, elle me fait ah putain les films ils ont l'air cool et je lui ai fait voir Fright Night, c'est-à-dire Vampire vous avez dit vampire, et effectivement elle avait trouvé ça génial et même si les effets ont un peu vieilli, elle a été plus impressionnée par ces effets prosthétiques du Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland, que sur certains CGI d'aujourd'hui. Et elle s'est pas emmerdée une seule seconde, n'a pas regardé son téléphone, entre guillemets, une seule seconde, parce que le truc, il fait 1h30. Voilà. C'était ça aussi. C'était pas des grandes histoires, mais en 1h30 de temps, voilà, le rythme était soutenu. Voilà. Aujourd'hui, on se tape des... Oh là là, j'ai envie de vous dire, c'est ces espèces, ce qu'on appelle les étouffes grand-mère ou les étouffes belle-mère, là, espèce de gâteau au yaourt, tu sais, où t'es obligé de boire de l'eau derrière parce que tu vas t'étouffer. Le truc fait putain de 3h12, quoi. 3h12. Bon, au-delà de ça, j'ai envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Donc, parlons de ce premier quart d'heure, qui va poser les bases, en fait, de tout ce que va être l'univers d'Avatar derrière. Et là, en 15 minutes, on te rattrape, donc du coup, les 14 ans qui séparent les deux films, et l'évolution de nos personnages. Donc, alors, par quoi on commence ? Bon, donc on reprend... contact dès les premières minutes, alors ça permet de faire un petit clin d'œil au film de Zemeckis, prend contact avec le couple Jake Sully Neytiri, donc qui a eu des enfants, voilà. Donc je vais les nommer parce que je les ai notés quand même. Hein. Donc 2 garçons et 2 filles. Donc l'aîné Neteyam, le cadet Loak, une sœur cadette Kiri et la petite dernière qui est Touk. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les 4 enfants. Donc, et là, Cameron nous fait avaler une première pastille. Donc, c'est-à-dire que Kiri, c'est pas vraiment leur enfant. Ah, c'est l'enfant, tenez-vous bien, de l'avatar de Grace Augustine. Bah, je mets un petit silence là quand même. Voilà. Donc, l'avatar de Grace Augustine a eu... Alors, ils essayent de faire croire, parce que voilà, Cameron envoie, mais non, mais c'est une espèce de ficelle, c'est même plus une ficelle, c'est une poutre apparente, le machin, quoi. Ils essayent de te faire croire que le scientifique plus jeune, que Grace Augustine aurait été un peu une milf, et que leurs 2 avatars auraient copulé. Voilà, c'est ce qu'ils essayent d'avancer, pour expliquer cette espèce d'immaculée conception. Ben non. Voilà. À la fin d'Avatar, ils essayent que de faire un peu la même chose que qu'a fait Jake Sully, c'est-à-dire que, mais bon, c'est pas dans cet ordre-là, mais ils essayent de faire voyager l'essence, l'âme du personnage de Sigourney Weaver humaine dans son avatar. Et donc son avatar est relié à Eywa ainsi que son personnage humain. Voilà. Donc on peut imaginer, parce que c'est ce qui va arriver derrière, hein, faut pas non plus être né de la dernière pluie pour comprendre ça, on peut imaginer que l'âme de Sigourney Weaver a trouvé un autre moyen, l'âme de Grace Augustine, d'investir un avis, c'est-à-dire en s'auto-fécondant par le biais d'Eywa. Voilà d'où vient Kiri. Bon, pourquoi pas ? C'est une idée qui en vaut une autre, mais vu que ça t'est avancé dans le premier quart d'heure, paye ta galère. Mais alors, là, c'est une première dragée. Bon, tu te dis, bon, pourquoi pas. Allez, admettons, je te fais confiance. Arrive la deuxième dragée.
Donc, et c'est là où on en vient dans les règles d'un univers. Et je vais vous faire un comparatif. Ce qui est important dans le cinéma de genre, voilà, et dans la relation au spectateur, c'est que le spectateur comprenne bien les règles et l'univers mis en place. C'est par exemple ce que va faire un réalisateur comme Joe Dante avec Gremlins, et s'en amuser de ces règles-là dans le 2. Voilà. Donc dans le premier Gremlins, il explique, on va dire le premier tiers du film, et c'est ça qui va être la dynamique par la suite, c'est qu'il t'explique que le Mogwai, voilà, il ne faut pas le mouiller, voilà, il déteste la lumière du jour, et il ne faut surtout pas lui donner à manger après minuit. Ça, c'est les 3 règles. Bien entendu que on va voir l'exécution de ces 3 règles, comment elles vont être violées par la suite. Et dans Gremlins 2, il y a certains personnages qui jouent avec ces règles-là, et à un moment donné, il y en a un qui se fait bouffer par un Gremlins qui sort de la console, mais voilà, il explique que quelque part, comment ça se passe s'il garde un morceau de viande coincé dans ses dents et qu'il le mange à minuit, ou qu'avec le décalage horaire, il est toujours minuit quelque part. Mais c'est un moyen, voilà, ça c'est le côté sale gosse de Joe Dante de jouer avec les règles, mais il y a des règles à respecter. Donc dans le premier Avatar, on nous explique, c'est ça qui est très intéressant, on nous explique 2 choses. On nous explique la première chose, c'est-à-dire que la population humaine vient sur Pandora pour piller Pandora en raison d'un minerai qui est une richesse et un carburant, voilà, pour de la tech sur Terre. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que pour pouvoir le faire proprement, en fonction des conventions, des droits de l'homme, interstellaires, tout ce que vous voulez qu'on n'a pas nommé, on va pas tuer la population, donc on va créer génétiquement des avatars pilotés par des humains. Voilà, donc tu comprends que dans le film Avatar, tu vas y croiser des navis créés génétiquement pilotés par des humains, et des humains. Voilà, donc trois trucs. Voilà. Mais que la condition, et c'était la condition du premier film, c'est-à-dire qu'on allait chercher Jake Sully, parce que son ADN était le même que celui de son frère, et matché avec l'avatar créé qui a coûté des millions de dollars. Très bien. Et là, dans les 15 premières minutes, on te présente, voilà, on te resserre Quaritch, parce que le Quaritch, il est mort dans le premier. Il a été tué par Neytiri. Et là, on t'explique que, et là, quand c'est comme ça, c'est souvent de la merde. Moi, la dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était dans Scream 3. Et le scénario, c'était de la merde. C'était des personnages qui regardaient, du coup, je sais plus, c'était une cassette. Ouais, je crois que c'était une cassette du personnage tué dans le deuxième qui les prévenait sur la suite. Là, vous imaginez la ficelle scénaristique de mes couilles déjà, non ? Et ben là, on a la même. C'est-à-dire qu'on a un Quaritch Navi qui se réveille et qui regarde une vidéo de Quaritch humain qui lui explique qu'il est lui et que s'il regarde ça, c'est qu'il est sûrement mort. Et là, il est en train de te combler les failles du scénar, en fait. Et là, Cameron brise, avec ses scénaristes, les règles de son propre univers. C'est-à-dire que là, on t'explique qu'on peut injecter, en fait, directement l'essence même d'un être humain dans cet avatar. Donc en fait, on n'a plus besoin d'un humain dans un caisson pour piloter un avatar si on peut l'injecter à l'intérieur. Vous voyez là ? Donc déjà, là, moi, à ce moment-là, j'ai un problème. Je me dis, aïe, 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 aïe. Je dis, aïe, aïe, aïe. Et toutes ces premières 15 minutes, en fait, c'est tout le travail de SAP fait par les scénaristes pour pouvoir créer des dynamiques pour les 3 suites qui vont suivre derrière. Voilà, enfin les 4... Oui, non, les 3 suites derrière le 2, donc voilà, donc pour faire Avatar 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc en gros, nouvelle règle, finalement on n'a plus besoin d'humains pour piloter les avatars, on peut les injecter directement dedans. Voilà, donc, alors c'est quand même complètement taré cette histoire, c'est-à-dire que le commando complètement débile de Quaritch, voilà, le commando, voilà, donc l'escouade complètement débile, donc ils sont tous morts, donc techniquement s'ils sont morts, ça veut dire ils ont pas été au bout du taf, voilà. Et ben non, en fait la RDA, voilà, donc ça c'est un peu comme la Weyland Yutani hein, dans les Aliens, hein, c'est la méchante corporation d'humains qui viennent détruire les gentils navis, voilà, et détruire les arbres et les plantes, hein, voilà, parce que c'est à peu près ça le niveau. Mais après c'est cool hein, de raconter ça, moi ça me pose aucun problème. Donc vont prendre ces débiles profonds et les réinjecter dans des avatars. Et des avatars, et ça c'est très drôle, parce que tu te demandes à quoi ça sert, tatoués, qui ont les mêmes tatouages que les humains qui sont morts.
Je sais pas si vous imaginez la scène où ils font grandir en pouponnière ces avatars-là pour après les tatouer par rapport... c'est n'importe quoi. Voilà, alors certains diront que c'est pour que ils acceptent mieux leur corps de Na'vi, etc. Ouais, why not, mais c'est complètement débile. Voilà, donc voilà, donc là déjà, premier problème, la résurrection de Quaritch en Na'vi. Voilà. Alors même si vous me justifiez que narrativement c'est intéressant, alors je sais pourquoi vous pourriez justifier que narrativement c'est intéressant, parce qu'en fait, là on arrive aussi au problème de ce film-là, c'est que Cameron s'autocite lui-même. Donc ce qu'il fait avec Quaritch, c'est plus ou moins ce qu'il fait avec le T-800 entre Terminator et Terminator 2 en fait. Voilà. Donc il inverse un peu les positionnements. Donc le mec s'autocite. On en est là. Donc on en est à un stade d'un Tarantino, période Inglourious Basterds et Django Unchained, où il se met en scène dedans, il se regarde filmer, etc. Donc effectivement, il s'autocite. Donc ça, c'est la première pilule où là je me dis, attends, tu peux pas mettre des règles, et pourquoi vous l'avez pas fait dès le départ, donc ça rime à rien. Voilà, pour moi ça marche pas, et certains me diront, oui, mais comme il y a le voyage interstellaire, entre-temps, la tech humaine, elle évolue. Connerie. Tu vas directement au truc efficace. Voilà, tu vas directement au truc efficace. Donc, c'est-à-dire de pouvoir injecter une conscience dans un truc et pas un truc pilotable à distance qui est complètement flingué, où l'humain doit dormir, enfin, toutes les problématiques, et qui marchait plutôt bien dans le premier Avatar. Donc, du coup, il grille une de ses premières règles. La deuxième dragée, où là, j'ai dit là, déjà en 15 minutes, ça fait beaucoup trop, c'est le personnage insupportable de Spider, qui est, autocitation de Cameron, qui est l'équivalent du personnage de Newt dans Alien 2, c'est-à-dire, entre guillemets, l'enfant sauvage. Voilà. Donc, le personnage de Spider, en fait, c'est... j'avais dit que la famille Sully avait 4 enfants, donc 3 issus de leur amour, un de l'Immaculée Conception, et l'autre, c'est un humain qui vit avec eux, et qui, du coup... comme c'est un enfant sauvage, c'est un humain qui parle, qui bouge, qui crie et qui essaye d'avoir le look des Na'vi, et c'est ridicule. On dirait juste un rasta blanc avec un masque. Non, franchement, ça marche pas. Et puis le rôle moi, je l'ai trouvé insupportable. Bon, plus supportable à la deuxième vision, mais la première, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette galère? Et alors, tenez-vous bien, cet enfant-là, et ce que Cameron met en place, c'est que c'est l'enfant de Quaritch. Et là, je dis quoi? Je dis, donc, on va remettre les plots, parce que là, c'est ce que je me suis dit mentalement, pendant que le film y défilait, je me suis dit, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, quoi. Donc, le personnage de Quaritch, quand tu le vois dans le premier film, il a au moins facile entre 50 et 60 piges. Voilà, d'accord? Et ce mec, ce Quaritch, qui, comme vous le voyez dans le premier film, qui t'explique que la mission sera pas atteinte et que genre qu'un bon Na'vi est un Na'vi mort, le mec qui arrive avec un vaisseau au ralenti pour exterminer, voilà, des enfants, voilà, en buvant une tasse, je crois que c'est du thé ou du café, je crois que c'est du café qu'il boit, et qui dit qu'il veut être rentré avant le repas. Donc ce mec-là a un enfant. Ce mec-là a un enfant. C'est tout à fait logique, ce mec-là est un papa, effectivement. Ce mec-là, non, j'y crois pas une seule seconde, et en plus, pourquoi il aurait amené le gosse sur la station? C'est complètement débile. Voilà. Qu'il a amené sa famille, à la rigueur, tu me le vends. Le gosse a une mère, bon, voilà, il est venu pour la mission, on l'a payé, il a fait venir sa famille, pourquoi pas? Mais là, c'est flingué. Mec, il est venu, donc ce mec complètement jobard qui extermine des gosses en buvant une tasse de café, voilà, voilà, est venu sur Pandora avec un bébé, on sait, c'est son père, pour faire quoi? On sait pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Et en fait, tout ça est rentré au chausse-pied en 15 minutes, et moi, je me dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Cameron, je l'ai aimé pour tout ce qu'il a pu écrire, créer, et jusqu'à présent, en fait, son histoire justifiait la débauche d'effets visuels, et la débauche d'effets visuels justifiait l'histoire. Et là, en fait, ce qui se passe pendant les 15 premières minutes, c'est des choses rentrées au chausse-pied pour justifier toutes les suites qu'il y aura derrière. Voilà ce que j'ai vu. Voilà. Donc,
effectivement, là déjà, je viens de me prendre toutes ces dragées dans la bouche, là ça m'a saoulé. Là j'ai dit c'est bon quoi, lui, les pairs, machin, tout ça, les règles de la SF qu'il a mis en place, elles sont complètement balancées aux ordures, donc voilà. Et même au niveau du cheminement, parce que voilà, moi tout ce qui me pose problème dans Avatar 2, c'est pas le rendu visuel du film, hein, c'est l'histoire que ça raconte. C'est ce que ça raconte en fait, voilà, qui me pose un problème. Parce que ce que ça raconte, je suis désolé, c'est... Comment dire? C'est pas évident. C'est pas évident que ça soit une vraie suite. C'est que tout ce que ça raconte, c'est fait pour fabriquer des suites derrière, mais il n'y a pas une volonté de départ. Et c'est là que j'ai compris en fait que non, ben en fait il avait pas, à part le truc sur Eywa, voilà, il avait pas de plan pour la suite. Voilà pourquoi il a galéré en fait. Voilà. Et donc il te met en place. Alors les arcs, au final, une fois qu'on les a acceptés, parce que c'est ce que j'ai fait à la deuxième vision, une fois que tu les acceptes. Oui, ils peuvent t'emmener quelque part. Si tu suis le projet de Cameron, il t'amènera quelque part. Et ça sera peut-être intéressant. Mais moi, j'y adhère pas. Pour moi, c'est un petit peu la même chose qu'a fait le troisième Creed. Dans le troisième Creed, il t'invente un perso en parallèle et ils te réécrivent toute l'histoire. En fait, c'est une réécriture. Et ça a été fait dans plein de films récents de merde. Donc c'est pas tout à fait merdique, mais c'est quand même pas fou. Donc le dernier Creed, et c'est même ce que fait le Fast and Furious 9, là, quand ils vont te chercher le frère de Dominique Toretto, ils te réécrivent des trucs en parallèle. Et voilà, et que Cameron fasse ce truc-là, bah, je suis déçu. Voilà. Autant, il avait fait des choses incroyables avec le matériau de base d'Alien, mais du coup, c'est en plus, c'est en bonus, et ça peut fonctionner. Autant là, sur son propre matériau, ça ne fonctionne pas. On regarde la fin d'Avatar 1, vous lancez Avatar 2 et vous regardez ce premier quart d'heure, à peu près ces premières 20 minutes, hein, parce que c'est un peu plus que ça. Et ça marche aussi bien que de regarder la fin de la Revanche des Sith et le début d'un Nouvel Espoir. C'est-à-dire un Obi-Wan Kenobi, général des armées, qui enchaîne avec un vieillard qui dit « Je ne crois pas avoir eu possédé un droïde ». Voilà, ça marche pas. Voilà, donc là c'est pareil. Voilà, donc c'est flingué, et là, grosse déception. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais me rabattre sur la suite, on verra, peut-être qu'il va me surprendre avec la nouvelle communauté qui les met... Alors, je vais essayer de bien les prononcer, et j'ai besoin de mes notes, bordel, et je me le suis noté, hein. C'est les Metcaïna, voilà, donc les navis de l'eau, voilà. À peu près ça, pour résumer. Mais c'est ça qui est triste, en fait, avec Cameron. C'est ça qui est triste, parce que autant le 2, ça va être les navis de l'eau, le 3, ça va être les navis du désert, le 4, les navis de la montagne, le 5, je sais pas, moi, les navis de l'espace, enfin, les navis volants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'échanger les nattes? Enfin, voilà, bon, après, voilà, je suis pas rentré dans le dur du concept, hein, voilà, parce que dans tout ce qui est mis en avant dans le premier Avatar, il y avait des choses cool. Et ce qui en faisait un film unique, il y avait autre chose à faire avec une suite. Bon, chroniquons la suite qui nous est donnée. Donc, premier quart d'heure problématique, mais pourquoi pas. Après, quel est... Alors, visuellement, c'est incroyable. Je vais pas vous mentir. Visuellement, c'est incroyable. Maintenant, visuellement incroyable pour une histoire vaine, et ben, je suis désolé, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça, quoi. Et bon, j'arriverai sur la conclusion de ce truc-là, hein, des problématiques, hein, parce que au final, c'est bien que je l'ai vu une deuxième fois, parce que c'est plutôt un avis mitigé. Donc voilà, donc c'est visuellement incroyable, c'est la même révolution sur de la prise de vue, sur de la captation de performance capture mis dans du CGI, mais là, ça va plus loin parce que c'est sous l'eau. C'est-à-dire Cameron est tellement fou qu'il demande à ses acteurs, lors de leur performance capture, que ça soit capté quand eux-mêmes sont dans le milieu aquatique. Et là où ce qu'il appelait son cube, et ben là ça va devenir un gigantesque aquarium, une gigantesque piscine qui va lui permettre de créer, je vous encourage à regarder les making-of, hein, d'ailleurs, hein, c'est très instructif, hein, parce que Avatar 2, même s'il n'est pas intéressant scénaristiquement, il est intéressant techniquement. Voilà. Donc effectivement, il développe l'équivalent d'un bain à remous, quelque part, un générateur de vagues dans le réel qui est reconstitué dans le virtuel. Donc il y a quand même de sacrés tours de force dans ce film. Mais au final, pour moi, c'est des tours de force... c'est des problèmes de riches.
Voilà, je vais plutôt dire ça. C'est des problèmes de riches. Les problèmes d'Avatar 2, ce sont les mêmes problèmes que Peter Jackson a pu avoir quand il a voulu mettre Gandalf dans le Hobbit en interaction avec tous les nains alors qu'ils tournaient pas au même endroit. C'est les problèmes de riches. Avant, on aurait pris une doublure, on aurait cadré autrement. Et là, pour Avatar 2, c'est pareil, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est triste en fait, parce que qu'est-ce que ça raconte, Avatar 2 ? On va y venir. Donc on récupère Neytiri et la famille Sully après les événements. Bien entendu, suspense, la RDA revient. Voilà. Enfin, c'est un peu en mode à la Freddy, d'ailleurs, ça fera écho avec le post que je vais faire sur les réseaux sociaux par rapport au colonel Quaritch. Ça fait écho à ce que disait Freddy dans Freddy 4, dans son somptueux doublage français où on comprend rien. Fallait pas m'enterrer! Je ne suis pas mort. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est à peu près ça le résumé voilà, des motivations de la RDA et Quaritch. Fallait pas les enterrer parce que, bordel, ils sont pas morts. Donc ils reviennent. Du coup, Jake Sully et les Omaticaya, parce que alors, il va falloir faire une distinction maintenant, les Omaticaya sont les Na'vi de la forêt. Voilà, c'est un petit peu les lutins de la forêt. Donc repartent en guerre contre la RDA qui eux s'installent, hein, ils sont une petite ville, voilà, donc ils s'installent, ils repartent en guerre contre eux, et là, et ben oui, comme ce qui différencie avec avant, donc c'est-à-dire que là où Jake Sully pouvait juste perdre sa compagne, et ben là il peut perdre aussi ses enfants, et il décide de fuir pour les mettre à l'abri, voilà. Et donc toute la dynamique du film, ça va être ça, en fait, c'est-à-dire c'est une fuite en avant, pour réaliser, au final, qu'on peut pas fuir. Waouh! Voilà. Et donc là, en fait, il te fait un remake du premier film. Donc, c'est-à-dire, ça se finit de la même manière, hein, avec l'œil qui s'ouvre, les yeux de Jake Sully, du coup, en close-up, qui s'ouvrent. Donc, pour arriver au truc de « on ne peut pas fuir, nous devons nous battre ». C'est déjà ce que t'avais fait, mec! Puisque t'avais été Turuk Makto. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein. Le mec, il a été Turuk Makto, donc c'est-à-dire qu'il a piloté la Rolls-Royce des dragons volants. Tu crois qu'il irait le chercher dans celui-là ? Tu sais pas où il est passé le machin. Voilà. De ça aussi, c'est pareil. Il y a des règles. Bon, on les fait, on les défait. Bon, pourquoi pas ? Voilà. Enfin, bon, après, peut-être que Cameron, il me dirait « Shut your motherfucking mouth ». Et voilà, shut the fuck up. Peut-être qu'il me dirait un truc comme ça. Voilà, parce que c'est pas mon univers et que je peux aller me faire foutre. Hein. Mais en tout cas, il avait ce truc-là. Là, tu le vois pas. Il a pas le Turuk Makto. Bon, ok. Donc il décide de se barrer. Et ce qui est bien dans Avatar 2, c'est que t'es un peu en empathie avec Neytiri parce qu'elle est un peu comme toi. Parce que, en fait, tout le long du film, elle a en peste de rage en disant « Mais putain, mais moi je veux me battre !» Et toi t'es là « Mais ouais, mais putain, allez vous battre !» Et non, parce que Jimmy, on va l'appeler Jimmy comme ça, voilà, James Cameron, Jimmy, il veut te raconter l'histoire des baleines. Voilà. Il veut te raconter ce truc-là. Voilà, les Tulkun. C'est ça qui l'intéresse, en fait. C'est te montrer comment on apprend à nager, tout ça. Et pas aller se battre. Voilà, c'est pas aller se battre. Donc ah oui, hein. Effectivement, il y a des moments contemplatifs dans ce truc-là. Voilà. Après, c'est magnifique. Mais, enfin, voilà, on va prendre un peu de distance ensemble, s'il vous plaît. Prenons un peu de distance. Et c'est pour ça que je fais un parallèle aussi avec Babylone, de Chazelle, qui est sorti au même moment. Il y en a un qui a vous avez compris, qui a marché, c'est Avatar 2, l'autre qui n'a pas marché, c'est Babylone. Et c'est là voilà, donc Cameron, bon, on va prendre la caractéristique du film, c'est un blockbuster écolo de gauche. Donc qu'est-ce que va, alors j'ai rien contre la gauche et la droite, mais c'est clairement à gauche. Et qu'est-ce qu'il va te dire ? Il va te dire, voilà, hein, oh là là, nous humains, nous ne profitons pas de la richesse des créatures qui nous entourent, nous polluons la planète, un jour nous allons tuer notre écosystème. Bon, c'est un peu ce qu'il disait, c'est un peu ce que disait Jake Sully à Iwa dans le premier truc, hein. Voilà, on a tué notre mère, hein, voilà, quand il met sa natte. J'ai toujours trouvé ça kiffant de pouvoir mélanger ses nattes un petit peu partout avec n'importe qui. Bon, ça serait bien aussi peut-être que les parents Na'vi leur expliquent qu'il faut pas mélanger sa natte n'importe où. Voilà, bon bref, petite parenthèse à la con refermée. Mais bon, voilà, il y a ce côté un petit peu écolo, d'accord ? Donc moi je comprends, c'est un joli petit message. Mais par contre, voilà, on va en parler dans le dur. Message écolo, dans un film qui utilise du full CGI,
qui utilise au maximum de serveurs, d'électricité, donc qui est pas du tout éco-responsable au niveau de la taxe carbone, si vous avez bien compris, pour te reconstruire de l'eau en 3D. Moi, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui me disaient « Ouais, mais l'eau, elle est vachement bien faite. » Très bien. Et pourquoi on n'irait pas filmer l'eau directement, parce qu'elle est déjà disponible? C'est là ma parenthèse et ma comparaison avec Babylone. Babylone, c'est du cinéma, c'est-à-dire on prend des gens, on filme des émotions, des vrais trucs, et l'autre dépense le budget d'un pays du tiers-monde, le PIB annuel, pour te recréer de l'eau. Alors vous allez me dire, oui, mais Pandora, ça n'existe pas vraiment. Oui, il y a un tour de force, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours ce côté de responsabilité, de légitimité. Quand un film qui a le budget du PIB d'un pays du tiers-monde, moi j'estime, parce qu'il y a des gens, là au moment où on parle, voilà, moi je vais vous faire un vrai postulat de gauche ou mondialiste ou intermondialiste ou ce que vous voulez, là au moment où on parle, il y a des gens qui crèvent la dalle. L'autre, il a 500 millions de dollars pour fabriquer l'eau et t'expliquer que la baleine c'est son ami. Voilà. Enfin, tout ça pour ça. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà mon raisonnement. Donc, du coup, Jack, il renvoie, parce que, en plus, pour un truc qui à la base est féministe, enfin, il te renvoie Neytiri à la cuisine. Voilà, parce que c'est un peu ce qu'il fait. Hein. C'est-à-dire, tout le long du truc, à chaque fois qu'elle veut parler, il lui dit non, on reste comme ça et tout ça. Et l'autre, elle pète un câble. Et toi, t'as juste qu'une seule envie, c'est qu'elle fasse et qu'elle prenne un couteau et qu'elle décapite. Et que le film commence. Voilà. Mais ça, c'est à la fin. Souvent, les films un peu mal écrits comme ça, ils démarrent jamais vraiment, mais plutôt à la fin. Bon, alors pourquoi pas? Ce n'est pas le propos du film, c'est un film contemplatif. Moi, alors, on va enlever le côté HFR, parce que j'ai saigné moi, ça a été une souffrance, hein, voilà, donc... mais lors de mon deuxième visionnement, confortablement installé, ouais, c'est beau. Et je vais pas nier le contraire, mais... Je vais pas dire le contraire, mais bon. Et donc... Voilà, enfin, est-ce que j'en sors plus grandi? Est-ce que... Enfin voilà, entre guillemets, moi je dirais que c'est discutable. Bon, et en plus, l'esthétique qui est vendue par cette nouvelle peuplade, enfin pour ceux qui ont un peu joué aux jeux vidéo, etc., t'as un peu l'impression que t'es dans le domaine Zora de n'importe quel Zelda, mais notamment les plus récents. Voilà, donc Breath of the Wild, tu regardes un petit peu les univers aquatiques et un petit peu ce qui est fait, tu te dis bon... les amis, autant il y avait des choses originales, autant là, voilà, faudra vraiment me le vendre, le machin. Donc voilà. Donc effectivement, grosse influence vidéoludique, et ce qu'on y voit, en tout cas, le cheminement narratif du film est celui d'un jeu vidéo. Donc au final, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, filez-moi la manette, que je pilote Neytiri et que j'aille fumer Quaritch. Mais là, on peut pas, t'es obligé de suivre le truc. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, le comparatif avec Zelda, il est exactement là. Sauf que moi, Zelda, c'est jouable. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tiens, voilà, par exemple, je vais aller, tu vois, dans la peuplade de la montagne, il faut que j'aille chercher tel équipement parce qu'il y fait plus chaud, parce que, voilà, il va y avoir de l'éruption volcanique, tout ça, donc je vais jouer, je vais vivre le truc. Ou, par exemple, je vais devoir m'entraîner à pêcher, m'entraîner à chasser. Mais ça, je le fais, c'est kiffant parce que je peux jouer. Donc là, non, là, je vois des PNJ, parce que c'est ça, qui s'entraînent à aller sous l'eau, quoi. Alors, peut-être, ok, vends-moi-le, mais me fais pas, parce que le truc, il dure 3h12, où il y a bien 1 heure d'entraînement sous l'eau. Enfin, pour un truc qui est pas jouable. Enfin, fuck, quoi. Voilà. Donc, bon. Et en plus, dans cette partie-là, il y reprend les codes du teen movie. Voilà, parce que, et là tu comprends bien qu'au final, ce deuxième film, il s'adresse pas à toi. Voilà, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux plus jeunes. Alors, moi je pense, honnêtement, que si je me mets à la place de pré-ados ou d'enfants, ouais, ça doit être du surkiff. Je pense que pour eux, c'est leur Star Wars. Voilà, effectivement. Sauf que, moi, il me semble que dans nos Star Wars à nous, qui est pas la prélogie, mais qui est la trilogie d'origine, il y avait un peu de tout. Et alors peut-être que moi je suis une exception, hein. Moi j'ai jamais aimé ce putain de R2D2 et les Jawa et tout ça, j'ai envie de dégager tout ça. Moi ce que je kiffais,
Et déjà même gosse, hein, c'est Han Solo qui veut pécho la princesse Leia et sa verve, etc. Voilà, moi je kiffais, c'était le côté contrebandier, le côté... Après voilà, je suis un enfant des années 80, donc forcément j'ai grandi avec du Stallone, du Schwarzy, c'était comme ça, voilà. Et mais voilà, mais tu me vends un Star Wars où tu vois Han Solo qui apprend pendant 1 heure à piloter un vaisseau, j'ai envie de me barrer. Enfin voilà. Mais je pense qu'avec Avatar 2, autant le premier Avatar j'ai kiffé parce qu'il y avait tout ce que j'aimais à l'intérieur, c'est-à-dire du triple climax, de la progression héroïque, le chemin du héros, la quête, il y avait tout, l'histoire d'amour, il y avait tout à l'intérieur, voilà, donc l'antagonisme, etc. Autant là, ouais, je suis clairement pas la cible. Et c'est clairement, et je vais faire un comparatif avec tout ce qui a marché, c'est clairement un film, et c'est pour ça que ça me déçoit que ça soit Cameron qui ait fait ça, c'est clairement un film qui témoigne d'une époque, et qui est une époque qui, on va dire, est un peu fragile. Et donc dans une époque où les gens sont un peu fragiles, on leur vend des choses un petit peu, on va dire, pas basico-basiques, mais on va éviter de les faire trop réfléchir, et on va les anesthésier pendant 2-3 heures sur des univers féeriques. C'est à peu près ça. De toute façon, on va pas se mentir. On va regarder, parce que ça fait quand même déjà 3 fois que je vois des combos comme ça, coup sur coup. Déjà, on va dire, 2021, on avait le combat Spider-Man No Way Home, Matrix Resurrection. Ben voilà, c'est Spider-Man No Way Home, le succès de cette année-là. Voilà. Et ça raconte quoi ? De la merde, hein. Et en mode LOL, hein. Voilà. Donc, Spider-Man No Way Home. Ensuite, on a quoi en face d'Avatar 2 ? Babylone. Eh ben forcément, Avatar 2, ben ça fonctionne. Voilà, les gens bleus qui vont se baigner, nos amis les baleines, tout ça, c'est vachement bien, c'est joli, c'est beau. Voilà, on évite de réfléchir. On vous donne un petit truc, voilà, facile à consommer. Bon, après c'est louable, hein, mais bon, c'est bon. Enfin voilà, 2023, 500 millions de dollars pour t'expliquer qu'on extermine et qu'on est méchant. Bon, ça, on a compris quoi. Et cet été, effectivement, même si Nolan s'en sort bien, c'est quand même pas. Je veux dire, c'est Barbie face à Oppenheimer. Ou Barbie face à Mission Impossible. Voilà. Parce que le dernier Mission Impossible, il est bien. Voilà, c'est Barbie, quoi. Et Barbie, qu'est-ce que c'est ? C'est complètement con. Voilà, j'ai même pas besoin de le... Mais de toute façon, je pense que je le regarderai sur Prime quand ce sera gratos. Hein. Mais j'ai pas besoin d'aller voir ce truc-là. Je sais déjà, dans mon annonce, que ça raconte rien. Pas grand chose quoi. Voilà. Donc effectivement c'est tout rose, c'est tout mignon avec un petit message à l'intérieur de oh non, on n'est pas toutes des Barbie machin, faut s'accepter comme on est, enfin j'ai pas besoin de voir le film pour savoir ce que ça raconte. Enfin il y avait quelque chose à faire en fait avec Barbie. Tu pouvais aller dans une direction à la 21 Jump Street, à Baywatch, ou aller dans une connerie, enfin voilà, Barbie c'est Barbie quoi, enfin voilà. J'ai pas l'impression que dans Transformers par exemple, hein, qui est équivalent pour les mecs hein, de Barbie ou d'un G.I. Joe, qu'il y ait des grands discours en fait. Hein. Vous imaginez un G.I. Joe où par exemple, imaginez un nouveau film G.I. Joe où les mecs s'arrêtent de se battre et ils commencent à théoriser sur le fait qu'il faut arrêter d'aller à la salle de muscu. Voilà. Ou que tuer des gens, c'est pas bien. Personne n'a envie de voir ça. Voilà. Enfin bref. Voilà. Donc, effectivement, on se tape 1 heure d'entraînement en mode teen movie. Donc bon, après, tu vois arriver les grosses ficelles. Hein. Donc, le cadet, c'est un peu le gamin relou qui désobéit, tout ça, nanana. L'aîné, c'est un peu le bon fils. Bon, t'as compris. Allez, bon, gros spoiler. L'aîné va crever à cause du cadet, parce que le cadet, ben oui, il casse les couilles. Hein, parce que... Alors ça, c'est très très chiant. Alors bon, après, c'est voulu en termes d'intrigue. Hein. C'est pour ça que... Là, à un moment donné, il y avait dans le dernier climax, là, et dans le dernier quart d'heure, là j'en pouvais plus, là. T'as l'aîné qui suit le cadet, qui est casse-couille, qui lui dit qu'il faut aller sauver Spider, qui est insupportable. Voilà, on en est là. Hein. Donc, effectivement, bon, on a des dynamiques avec un peu des amourettes. Là-dedans, honnêtement, de manière inattendue, les personnages les moins chiants dans les gosses sont la dernière. Touk, elle est incroyable, et moi, et je vous encourage à regarder le making-of de la petite gamine qui joue, elle est à craquer, donc voilà. Mais en même temps, maintenant c'est une production Disney. Est-ce que Touk, c'est pas le produit dérivé qu'on va vendre, hein, quelque part ? Mais bon, voilà, Touk, elle est cool, et Kiri, elle fonctionne super bien. Oui, elle a un nom de fromage à tartiner, bon, écoute, c'est comme ça. C'est vrai qu'en 13 ans, on aurait pu développer d'autres noms, mais pourquoi pas ?
Et effectivement, c'est pas étonnant que le personnage de Kiri soit le plus intéressant, parce que c'était ce qui était attendu par rapport au premier Avatar. C'était ce qui était logique par rapport aux graines à semer pour la suite. Mais voilà, je crois pas qu'il y avait matière à en faire plusieurs, et c'est pour ça que Cameron dilue le propos, et c'est pour ça qu'on a droit à un film qui s'appelle La Voix de l'eau, qui n'a ni début ni fin. Bon, super, voilà, ben oui, le torrent, on sait pas où il commence, on sait pas où il finit, bon, c'est génial, c'est poétique. Oui, c'est sympa. C'est un peu comme un album de Synthwave. Hein. Tu sais pas comment ça, quand ça commence et quand ça finit, en fait, hein, le match. Hein. Voilà, c'est du fade audio, quelque part. Et effectivement, le fait de se consacrer à des peuplades, ça permet, dans chaque film, de diluer le propos. Après, c'est un business model comme un autre. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que, avant, moi, je le voyais pas, le business model, chez Cameron. Voilà, je le voyais pas. Et là, je le vois. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui est triste dans ce film-là. Qui n'est pas, je le répète, un mauvais film. Parce que y a des choses incroyables. Donc, visuellement, c'est le cinéma du futur. Donc, autant Avatar avait 20 ans d'avance, là, ça a 50 ans d'avance sur les autres. Voilà. Et le fait de pouvoir faire de la performance, il a résolu des problèmes, comment pouvoir capter sous l'eau avec les réflexions en miroir, etc. Voilà, le mec brevette des trucs, il franchit des caps dans le piqué, dans la définition en fait des textures, c'est incroyable, voilà. Mais à la rigueur, pour quelque chose de jouable, dans ce cas-là, pousse l'interaction, parce que si c'est juste pour être dans mon fauteuil et observer un truc où tu peux pas le... Enfin voilà, c'est moyen, quoi, voilà. Donc, et il y a des morceaux de bravoure, il y a, dans le premier tiers, on est carrément dans le western, le découpage, voilà, il y a quand même, il y a toujours le Cameron qui a la science du découpage, du climax, de l'action, mais le problème, c'est que c'est trop long. Et c'est vraiment ce passage, et là où il m'a perdu, et là où il m'a définitivement perdu, c'est quand on a le personnage du cadet, Loak, qui rentre en contact avec un Tulkun, hein, qui est une baleine géante, voilà, qui est une des baleines de Pandora, qui est l'équivalent, hein, du Turok Makto désert, hein, et que là, il commence à dialoguer avec la baleine en mode sous-titré. Voilà. Donc là, déjà, je me dis, enculé, voilà, donc, ok, d'accord, voilà, donc les baleines parlent, tout ça, voilà, ok. Et là, parce que j'ai oublié de vous le dire, dans cette nouvelle tribu, que je vais reprendre le nom, qui est les Metkayina, voilà, donc dans l'équivalent de Jake Sully et Neytiri, donc on va avoir deux personnages, donc le roi et la reine de la tribu, hein, qui sont Tonowari et Ronald, respectivement incarnés par Cliff Curtis et Kate Winslet. Et d'ailleurs, Kate Winslet, franchement, je vois pas la plus-value, hein, sur le truc, mais en termes de jeu, mais pourquoi pas. Donc Cliff Curtis, vous avez pu le voir récemment en tant que frère de The Rock dans Hobbs & Shaw, dans Sunshine, dans Die Hard 4, dans Training Day, et Kate Winslet, et bien entendu Titanic et tout ce qui s'ensuit, hein, mais voilà. Et donc du coup le personnage donc on va reprendre son nom, j'ai aussitôt oublié, de Ronald, donc cette reine, à un moment donné, lors de l'attaque des humains de la méchante RDA sur les Tulkun, sur les baleines, tue celle qu'elle expliquera être son âme sœur. Elles avaient composé des musiques ensemble, chanté ensemble. En fait, elles avaient fait des grosses soirées ensemble avec la baleine, elles connaissaient ses enfants, tous. Oh, là, moi, c'était terminé. Là, il m'avait perdu. J'ai dit, là, James, je sais pas ce que t'as fumé, mais là, c'est allé trop loin pour moi. Là, on allait trop loin. Autant dans le premier Avatar, je peux comprendre, mais là, il allait trop loin dans le transhumanisme, dans tout ce que vous voulez, là. Autant je peux comprendre les interactions de Nat, où tu vas lier contact avec un animal, tu vas sentir son cœur, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Oh, là, on est en train de parler de baleine qui était à ton anniversaire l'année dernière, tu vois. Enfin, imaginez la scène, enfin voilà. Bon, là, c'était complètement flingué. Et il te justifie la baleine avec un truc sorti du chapeau, parce que tenez-vous bien, la RDA ne vient plus pour le minerai. Bah oui, parce que tant qu'à faire, qui t'a pété les règles. Et à un moment donné, t'as une chasse à la baleine. Voilà. Alors bon, on voit toutes les références, hein, bien entendu, Moby Dick, etc. Et il t'explique. Alors là, ça a été la dernière dragée sortie par Cameron et son équipe.
Donc voilà, en ayant tué à la manière, c'est un hommage aussi aux Dents de la Mer, de la même manière que dans les Dents de la Mer, hein. Donc cette baleine, donc ils la prennent, ils rentrent à l'intérieur, ils mettent tout un dispositif pour fourrer sous son cerveau, pour en extraire un petit liquide. Et ce petit liquide qui vient du cerveau du Tulkun, eh ben, il t'explique que en fait, ce fluide-là permet de stopper le vieillissement. Donc en fait, quasiment, c'est la fontaine de jouvence, le machin. Donc je regarde le machin, je vois la fiole, et je dis putain, en fait, les mecs sont allés braquer sur le Jupiter Ascending du coup des Wachowski. Et ça sort, et le truc sort de nulle part. Vous voyez l'histoire, c'est que ça sort de nulle part. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait des débiles de la RDA, qu'ils aillent fouiller à l'intérieur de la baleine pour vraiment trouver ce truc-là. Non, ça sort de nulle part. Donc du coup, si ça stoppe le vieillissement, bon, c'est peut-être une dragée pour... Non, mais comment on le savait? Comment ça sort de nulle part? Ça sort de nulle part, comme pour dire « Ah, mais voilà, c'est tombé les Tulkun, il faut les protéger parce que gna gna gna. » Et je dis « C'est quoi la suite, en fait ?» Je veux dire, là, la prochaine fois, ça va être les... parce que c'est ce qui est annoncé, hein, ça va être les navis du désert, ou de la montagne, je sais pas ce qu'il a vendu, ou du désert de la montagne, vous avez vu, où il va y avoir des crabes géants qui vivent dans le sous-sol, et quand tu pètes la pince du crabe, parce que c'était le meilleur ami qui était là à ton anniversaire, quand t'enlèves la pince, en fait, c'est comme, je sais pas moi, un morceau de plante hawaïenne que tu mets sur ton visage et qui t'efface les rides instantanément. Enfin voilà, je peux le vendre, hein, cette connerie là aussi, enfin voilà. On en est là. Et tout ça, c'est dommage, parce que moi, ils me rendent tout ça au chausse-pied, au fur et à mesure. Et voilà, et vas-y un truc, et vas-y un autre truc, et vas-y un autre truc. Et plus c'est gros, et plus ça passe. Voilà. Donc, pour que tout ça finisse... Alors, il a fait ces triple climax, hein, et effectivement, je vais pas vous mentir, je l'ai regardé, j'ai pris un plaisir pendant 3h12, mais en mode, voilà, comme je savais de toute manière que j'avais été déçu, bon, mais je l'ai apprécié pour ce que c'était. Une extension de l'univers d'origine, où je pourrais l'arrêter de temps en temps, ou avancer à un moment donné, c'est joli, et puis voilà, quoi. Voilà. On en est là. Voilà ce que c'est pour moi Avatar 2. Donc c'est pas une merde, parce qu'on peut pas dire d'un film comme ça que c'est une merde. Je dis juste que c'est visuellement époustouflant, c'est des tours de force techniques, pour pas grand chose scénaristiquement, c'est dommage, parce que on a tapé sur le premier. Le premier dans sa simplicité dit énormément de choses, et celui-là il est compliqué dès les premières minutes pour rien raconter derrière, et c'est ça le gros problème en fait de cet Avatar 2. Donc tout ça se conclut en fait dans de l'autocitation, parce qu'il fait que s'autociter, hein, je vous l'ai dit, hein. Renversement de valeur avec Quaritch, c'est Terminator 2, Spider c'est Newt, et le climax de fin, le dernier, c'est Titanic, avec le truc qui se renverse et tout ça, quoi. Voilà. Pour que Jake Sully, en ayant perdu un fils, se dise « Oh, mais en fait, effectivement, c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on se batte. » Ouais. Et ben, c'était déjà la conclusion du premier film. Voilà. Faut se battre. Est-ce qu'on pourrait avoir le moment où on se bat ? Heureusement que Neytiri est là et se réveille à la fin, et qu'on lui donne le droit, entre guillemets, de sortir de la cuisine pour aller se battre. C'est un non-sens complet, cette histoire, hein. Voilà, donc elle est en retrait complet, et alors peut-être que c'était voulu scénaristiquement pour que que toi aussi tu grondes de colère intérieurement avec elle. Donc voilà, c'est une première déception pour moi avec Cameron. Et vu qu'au final, parce que ce truc-là, je viens de vous le dire, hein, ça a marché, ça a tout explosé, quoi. Ça a tout explosé. Ben, ça a eu donné raison, donc... Et c'est ça qui est triste. C'est triste que ce réalisateur qui ait participé, en fait, à mon adolescence avec la saga Terminator, Alien 2, voilà, alors, il y est toujours, hein, le Cameron de ces films-là, mais... par petites touches, lors des combats, dans la violence de certains affrontements, qui sont au-delà du PG-13. Voilà, tu le sens, hein, toujours Cameron, hein, derrière. Mais c'est ce côté bon Dieu-zard de l'histoire, et quand on voit ce qui se passe de manière plus globale, c'est pour ça que je vous ai fait des comparatifs avec ce qui était plébiscité,
c'est que sociétairement, musicalement, cinématographiquement, on va vers du plus en plus léger, voilà, du plus en plus consensuel, du plus en plus aseptisé. Les plateformes n'aident pas, tout ça n'aide pas. La durée des films est à rallonge, et c'est à se demander, c'est un questionnement que j'ai envie de vous poser, s'il n'y a pas une volonté de nous capter dans une sorte d'univers un peu LOL, comme le font les applications, comme souhaite le faire le métaverse, comme le fait Apple avec son casque de VR qui est vendu. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est triste d'immerger quelqu'un pendant 3 heures pour lui dire, au final, que la nature c'est beau, sans filmer réellement la nature. Voilà, c'est ça qui me pose. Voilà, je trouve que c'est presque de la psychopathie au niveau de ce que raconte le film, en fait. C'est qu'on te vend la nature c'est beau, tout en ne faisant quelque chose de pas naturel, en fait. C'est pour ça que le film est intéressant, aussi. C'est pour ça là, c'est mon avis quasiment 1 an après sa sortie, et il m'a fallu 2 visions. Peut-être qu'à la lueur de ce qu'il faudra appeler la saga Avatar en elle-même, peut-être qu'il y a quelque chose qui en ressortira, peut-être que vous réécouterez ce que j'ai enregistré, ou moi je le réécouterai, et je me dirai, ouais, peut-être que j'avais mis le doigt là-dessus, peut-être que j'avais pas vu venir quelque chose. En attendant, moi, le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que tout ce qui est amené pour poser les bases d'une saga est rentré au chausse-pied et n'était pas prévu dès le départ. Le seul truc qui était prévu, c'était Kiri. Alors, suite des opérations, qu'est-ce qui se passe pour Cameron? C'est que des avatars. J'ai vu qu'il relançait une suite à Alita Battle Angel, ou Angel Battle... Bon, vous avez compris, j'arrive toujours pas à le faire dans le bon ordre. Donc, voilà. Donc, à mon avis, ça atterrira sur Disney+, et le plus heureux là-dedans, ça sera le père Robert Rodriguez, voilà, parce qu'il prendra un petit peu de brousouf pour l'occasion, et vu que Hollywood est en pleine grève depuis le début de l'été, voilà, et que c'est pas prévu de s'arrêter, vu que Avatar est un produit maintenant Disney, parce que ça a bouffé la Fox, qui est devenue 20th Century Studio, cet Avatar 3, qui devait débarquer de mémoire décembre 2024, c'est décembre 2025, jusqu'à preuve du contraire. Et ça a décalé toutes les sorties. D'ailleurs, c'est complètement névrosé comme annonce, le truc. Je crois que le Avatar 5, c'est du 2030 ou un truc comme ça. Enfin, c'est fou, quoi. Ça va trop loin à ce niveau-là. Donc voilà, une vérif assez longue au final, parce que je suis en train de voir le rec. On est à quasiment plus d'1h45. C'était une vérif à faire. Un point sur ce qu'est James Cameron aujourd'hui, la déception qu'était Avatar 2, et qui est censé être le cinéma du futur. Donc, moi j'ai envie de vous dire, ça reste à prouver. Et pourquoi ça reste à prouver? Parce que nous, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.